Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue à l'IMRED pour cette inauguration de la chaire départementale partenariale l'eau dans les territoires des Alpes-Maritimes. Nous allons débuter cette séquence par un mot d'accueil du professeur Emmanuel Trick, directeur de l'IMRED, membre du laboratoire Géo-Azur. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous accueillir au sein de l'Institut méditerranéen du risque de l'environnement et du développement durable, qui est une composante un peu particulière dans le paysage académique, qui est une composante d'innovation et de partenariat d'Université Côte d'Azur, dont la mission, pour ceux qui ne savent pas, a pour objectif, la mission, c'est de rassembler autour de questions, de réflexions, le monde académique et le monde socio-économique, de manière à ce que les réflexions, qu'elles soient dans un sens ou dans un autre, puissent, je dirais, se fructifier et faire que ces synergies soient extrêmement positives pour le territoire. Et donc, quand on parle du territoire, c'est un territoire qui peut être à l'échelle d'une maison, d'un quartier, d'un territoire comme les Alpes-Maritimes ou encore plus. Et je dirais que cette chaire que nous allons inaugurer, justement, est très représentative de ce que nous essayons de faire au sein de l'Université Côte d'Azur. Et je suis très heureux d'avoir en face de moi l'ensemble des représentants, des présidents ou des représentants des collectivités territoriales, ainsi que le président du conseil départemental 06, M. Ginesi. Et c'est pour moi donc un très grand plaisir de vous accueillir dans ce bâtiment qui est en fait une maison où tout le monde peut y rentrer pour travailler ensemble. Ce n'est pas que, certes, c'est un lieu d'Université Côte d'Azur, mais qui a vocation à être complètement open, comme on dit. Et donc, il faut profiter de ce lieu. Vous êtes assis sur de magnifiques coussins qui, au bout d'un moment, peuvent être un petit peu raides. Mais ce n'est pas grave. C'est justement, on verra l'attention des uns et des autres en fonction de l'affaissement de votre dos, de vos visages. Donc, courage. Et voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. En tout cas, merci infiniment d'être là pour ce démarrage de cette chaire l'eau dans les territoires des Alpes-Maritimes. Voilà. Merci. Et nous allons pouvoir passer tout de suite à la signature par les autorités de la chaire partenariale sur l'eau. Nous allons dans un premier temps inviter M. Charles Ginesi, le président du département des Alpes-Maritimes et président de la communauté de communes Alpes d'Azur, ainsi que M. Yannick Brice-Walter, le président de l'Université Côte d'Azur, et M. Mathieu Garotta, le président de la Fondation Université Côte d'Azur, à se lever et à aller signer le dibon de cette convention. Voilà pour ces premières signatures. Nous allons inviter M. Hervé Paul, maire de Saint-Martin-du-Var, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, premier vice-président du SMIAGE, représentant M. Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a signé. S'en suivra Mme Françoise Bruneteau, conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, adjointe au maire de Cannes, conseillère communautaire de la CACPL, représentant M. David Lisnard. Madame Marika Roman, adjointe au maire d'Antibes-Juan et pas conseillère communautaire de la CASA, représentant Monsieur Jean Leonetti. Et Monsieur Jérôme Viau, donc le président de la CAPG, maire de Grasse, vice-président du département des Alpes-Maritimes, en charge du Green Deal, de l'environnement et de la croissance verte. Puis nous invitons Monsieur Yves Juel, maire de Menton, président de la CARF, a signé à son tour. Et M. Cyril Piazza, maire de Paye, président de la CCPP, a signé également, sous vos applaudissements, messieurs, dames, pour cette chaire partenariale sur l'eau dans les territoires des Alpes-Maritimes. Voilà, on va juste faire une petite photo de famille pour célébrer cette signature de cette chaire partenariale l'eau dans les territoires des Alpes-Maritimes.
Voilà, Louis Baudin qui rejoint les signataires et le président de... Voilà, mesdames, messieurs, on va vous demander de bien vouloir reprendre vos places. On va inviter monsieur Jannick Brice-Walter et monsieur Ginesi à rester près du pupitre. La parole est à monsieur Jannick Brice-Walter, président de l'Université Côte d'Azur. Bien, merci. Monsieur le Président du département des Alpes-Maritimes, cher Charles Ange, messieurs les maires et présidents des comités d'agglomération, cher Jérôme, cher Yves, cher Cyril, mesdames, monsieur le représentant des comités d'agglomération et de la métropole Nice-Côte d'Azur, mesdames, messieurs, chers collègues, je voulais en premier lieu remercier le président du département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginesi, qui est à l'initiative de ce projet, qui est un projet, parce que c'est un projet territorial. Et je tiens à rappeler ce fait que ce projet se déploie sur l'intégralité du territoire, avec toute sa diversité, puisque cette problématique, elle va toucher différemment, avec des problématiques extrêmement variées, la zone côtière, les villes, les zones un peu plus agricoles, et puis l'arrière-pays. On a donc une diversité des problématiques, une diversité des questions qui seront posées, qui représentent et qui reflètent la diversité de notre territoire. Et c'est ce pourquoi ce projet est essentiellement un projet territorial avec l'ensemble de ses caractéristiques et l'ensemble de ses différences. Et je remercie, là aussi c'est un vrai plaisir, tous les représentants des comités d'agglomération qui sont là ici et qui montrent bien que ce sujet-là, il nous impacte tous, il nous intéresse tous et que nous allons pouvoir partager les bonnes pratiques, d'une part, et puis adresser des problématiques qui sont propres à chacun de vos territoires. Et ça, c'est vraiment extrêmement important de rappeler que cette chaire est un projet territorial et ce pourquoi il était important de le lancer. Et Charles-Ange, je te remercie encore d'avoir commencé avec moi ces discussions, de le lancer avec l'université, parce que notre université est Université Côte d'Azur. Et notre territoire, on le dit tout le temps, va de Cannes à Menton. Et c'est une université qui est ancrée sur son territoire. Et c'est ce pourquoi nous avons cette chaire à l'échelle du territoire, avec tous nos partenaires. Encore une fois, je vous remercie. Alors, une université, ça a pour objectif, bien évidemment, d'adresser des grands défis scientifiques, défis du numérique avec l'intelligence artificielle, défis du quantique qui démarre aujourd'hui, des grands défis socio-environnementaux. Et sur chacun de ces grands défis, nous produisons des connaissances, c'est extrêmement important, des connaissances qui permettent de mieux comprendre chacun des phénomènes. Et dans le domaine des grands défis socio-environnementaux, la problématique de la ressource en eau, des ressources en général, est une problématique majeure, c'est une problématique qui est complexe. Et cette problématique complexe, nous allons créer de la connaissance pour pouvoir l'adresser au mieux. Et cette connaissance, elle ne suffit pas. Cette connaissance, nous allons la transformer en innovation, parce qu'il nous faut proposer des solutions qui permettent justement de répondre à ces questions. Et l'intérêt intellectuel, c'est que ces questions, elles sont extrêmement variées. La difficulté intellectuelle, c'est que ces questions, elles sont extrêmement variées. Donc il y a vraiment un travail extrêmement important, ce pourquoi une chaire est vraiment le très bon outil. Une fois qu'on a produit les connaissances, une fois qu'on les a transformées en innovation pour produire des résultats, et nous sommes très attachés dans notre université à ce qu'il n'y ait jamais de rupture entre la recherche dite fondamentale, je n'aime pas trop ce terme-là, et la recherche dite appliquée, je n'aime pas non plus ce terme-là, pour moi il y a de la recherche et il y a une innovation qui est issue de nos recherches. Une fois qu'on a produit ça, eh bien, il faut transmettre ces connaissances. Et bien sûr, vous allez dire, on transmet ces connaissances à nos étudiants. C'est ce que nous faisons, puisque tous les étudiants de l'Université Côte d'Azur sont formés à partir de septembre 2024 aux grands enjeux de la transition énergétique et environnementale. On transmet également à la communauté, aux citoyens. Il est extrêmement important et nous le faisons à travers le dialogue sciences et sociétés. Et je sais que vous y êtes particulièrement attachés. J'ai vu Bernard Assot ici aussi qui est particulièrement attaché au dialogue sciences et sociétés. C'est une mission fondamentale de l'université que de former des citoyens éclairés, notamment par rapport aux grands enjeux scientifiques, notamment par rapport aux grands enjeux socio-environnementaux. Et puis nous transmettons aussi ces connaissances aux décideurs politiques. Et c'est une grande mission de l'université que j'ai lancée en 2020, qu'on appelle la diplomatie scientifique, c'est faire en sorte que les scientifiques puissent prendre la parole, échanger avec les décideurs politiques pour dire voilà les connaissances scientifiques sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, voilà les solutions sur lesquelles vous pouvez essayer de mettre en œuvre, et puis de cette façon-là,
on a des citoyens éclairés, on a des décideurs politiques qui sont éclairés par la parole scientifique, et c'est extrêmement important dans cette période-là. Donc cette chaire sur l'eau, elle va avoir cet objectif-là, elle va avoir cet objectif de pouvoir adresser des sujets complexes de façon pluridisciplinaire, parce qu'un sujet complexe, ça ne s'adresse pas par le prisme d'une seule discipline scientifique. Et dans quel endroit est-ce que l'on a une variété de disciplines importantes à l'université? L'université, par essence, elle est pluridisciplinaire. L'université, vous allez avoir des sciences fondamentales, de la physique, mathématiques, chez nous, de l'astrophysique à l'archéologie. Donc on a vraiment un panel extrêmement large. Et c'est grâce à ces éclairages différents que l'on peut vraiment adresser des sujets extrêmement complexes. On l'a vu pendant la crise du Covid. Si la crise du Covid n'avait été adressée que par le prisme de l'épidémiologie, ce qui a été un peu le cas, on a perdu un petit peu de temps. Il faut adresser ça aussi avec l'aide des sciences sociales, avec l'aide de la biologie, avec l'aide du droit, c'est-à-dire avec l'ensemble des disciplines. Et cette chaire sur l'eau, elle repose sur les forces de l'université, donc elle repose sur des forces pluridisciplinaires pour pouvoir travailler de façon transdisciplinaire. On a déjà 7 laboratoires qui sont impliqués, qui sont à la fois des laboratoires de droit, et on a une représentante ici qui fera partie du COPIL, mais aussi des laboratoires de géographie, et Madame la Jeunesse est une spécialiste de géographie, mais également des laboratoires de géosciences, puisqu'on a des vraies problématiques qui sont liées aux géosciences. Le directeur de GéoAzur, je n'ai pas vu Boris, mais est très impliqué dans cette chaire. Donc nous allons adresser ça grâce à notre pluridisciplinarité, grâce à la richesse de nos laboratoires, et lancer un certain nombre d'actions. Ces actions, elles seront sur tout le territoire, elles permettront de traiter des problématiques spécifiques à chaque territoire, elles permettront aussi de partager des bonnes pratiques à l'échelon de notre département. Et ça, c'est aussi extrêmement important que nous puissions le faire. Une chaire, une fois qu'on l'a lancée, et pour faire ça, nous avons cherché une spécialiste, quelqu'un qui soit extrêmement compétente. Et cette compétence, on l'a retrouvée chez Isabelle La Jeunesse, qui est une spécialiste de la gestion de l'eau liée au changement climatique. Donc on est vraiment dans la vraie problématique. Et cette compétence, on va la mettre en œuvre dans 3 grands axes. D'une part, un axe qui touche à la ressource en eau. Quel type de ressources en eau est-ce que l'on peut avoir? Quelle diversité? Le deuxième grand axe, c'est l'usage de l'eau, puisque ces usages vont être très diversifiés. L'usage de l'eau ne va pas être le même dans une zone très, très urbanisée et dans une zone très, très agricole. Donc on a vraiment des usages qui sont très différents. Et puis un troisième axe qui est la gouvernance de l'eau, puisque aujourd'hui, cette problématique, elle fait intervenir de nombreux acteurs. Et ces nombreux acteurs, il faut pouvoir les coordonner, il faut pouvoir faire en sorte d'optimiser nos actions. Et donc ça va être le travail d'Isabelle à partir de maintenant. Et donc on a extrêmement confiance, dans ce travail. On lance une chaire, on le lance avec des partenaires académiques, l'université, avec un partenaire académique, et je tiens à montrer que l'université, c'est de l'innovation aussi, c'est toujours important de le rappeler. On lance une chaire avec des partenaires qui sont les collectivités locales, et je suis extrêmement ravi que vous soyez tous là aujourd'hui, mais on lance une chaire aussi avec les acteurs du territoire, c'est-à-dire il faut qu'on soit capable d'entraîner avec nous nos partenaires socio-économiques, les entreprises pour lesquelles c'est une véritable problématique. Et je remercie Mathieu Garotta, le président de la Fondation Université Côte d'Azur, parce que c'est lui qui va avoir ce rôle avec la Fondation de faire ce lien, d'amener des partenaires dits privés. Moi, vous savez que je suis très fan du partenariat public-privé à l'université. Donc d'amener ces partenaires, et on a besoin de ce triptyque, des collectivités territoriales, une université aujourd'hui réputée pour son excellence et pour son articulation recherche, innovation, formation, et puis une fondation partenariale qui va nous permettre de faire le lien avec l'ensemble des partenaires privés. J'ai, je pense, dressé à peu près ce que je voulais dire sur cette introduction. Je remercie encore tous ici d'être présents. Je remercie tous nos partenaires collectivités territoriales. Je remercie M. Baudin de nous faire l'honneur de venir avec nous échanger sur ce sujet d'importance. Isabelle pour avoir accepté cette lourde charge, et je ne peux que souhaiter longue vie à la chaire et surtout une existence active. Merci. Merci, Président. La parole est à M. Charles-Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes, président de la CCA, président du SMIAG. Merci, Président. Merci, cher Yannick. En remerciant le président du département que je suis, j'ai le sentiment que nous sommes deux. Que nous sommes deux dans la construction et dans le lancement de cette chaire à l'origine. Mais quand je dis deux, c'est qu'au travers du conseil départemental, il y a bien évidemment l'ensemble de cette territorialité qui est ici représentée. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons savourer le travail de longue haleine qui a été fait sur le terrain. Un travail de longue haleine qui a permis plusieurs étapes, qui a permis d'abord, cher Emmanuel Tric, de nous retrouver ici, dans ce bâtiment. Merci de nous y accueillir. L'IMRED est un lieu
où nous nous sommes retrouvés pour parler de l'intelligence artificielle, des véhicules autonomes, des navettes autonomes. Il y a autant de sujets, et j'arrête là mon énumération, qui fait que nous nous réunissons ici volontiers en ce lieu du savoir, en ce lieu de la recherche. Et puis, quand je parle de territorialité, c'est qu'il y a, mon cher Louis Baudin, ici, tous les représentants des établissements publics de coopération intercommunale des Alpes-Maritimes, à commencer par la métropole niçoise, avec le président de la CAF, représentant Menton, avec le président de la communauté de communes des Pays d'Épaillons. Communauté de communes, ce n'est pas une grosse... mais elle est plus grosse que la communauté de communes Sciences-Var que je préside. Et il y a avec ici présent la représentante de David Lisnard, qui, Françoise Brunotto, est là très impliquée dans toutes ces innovations. Marie Caroman, qui représente le président de la CASA. C'est dire qu'avec toutes ces personnalités-là, plus au conseil départemental, Jérôme Viau, président de la CAPG, vice-président en charge de l'environnement, en charge de l'eau, qui utilise d'ailleurs fréquemment son territoire pour faire un lieu d'expérimentation, en saluant les conseillers départementaux, que ce soit Catherine Moreau, que ce soit Yannick Bernard, que ce soit Anne Satonnet, vice-présidente en charge du risque, que ce soit Bernard Assot. Il y a là 1001 personnes. Et puis, il en est un qu'il me plaît de citer. C'est le maire d'Aiglun. Pourquoi le maire d'Aiglun? Parce qu'il représente cette ressource en eau que d'aucuns convoitent. Une ressource qui prend sa source et son origine dans le moyen et dans le haut pays. Si je vous dis tout cela, c'est parce que nous avons, avec le conseil départemental des Alpes-Maritimes, la charge et la responsabilité d'un territoire unique en France. Et c'est vrai qu'ensemble, nous avons déjà construit quelques belles expérimentations, mais pas qu'expérimentations, quelques belles constructions opérationnelles. Et je pense, mon cher Hervé, au SMIAGE. Au SMIAGE, toi qui es le premier vice-président du SMIAGE, nous nous retrouvons souvent à débattre des sujets de l'eau. Et le SMIAGE a été ce syndicat unique. Et j'en dis deux mots parce qu'il était sincèrement l'un des précurseurs de cette chaire de l'eau. Il a été conçu, voulu en 2015 par mon prédécesseur. Il a été voulu et conçu comme étant l'anticipation à cette préservation de l'eau, du risque inondation et de la gestion de l'eau sur le territoire des Alpes-Maritimes. C'était à l'époque, pour ceux qui sont des législateurs affirmés et convertis, dans le cadre de la loi GEMAPI. Et on a donné l'exemple. Il n'y a pas deux départements, mon cher Bernard, qui ont construit un syndicat unique pour l'ensemble du territoire des Alpes-Maritimes. On a montré une première efficacité. Et sincèrement, cette première efficacité a apporté une réalisation d'intervention rapide au moment des drames qui ont frappé le département des Alpes-Maritimes, que ce soit dans les épisodes successifs et précurseurs à la naissance de 2015 du SMIAGE, avec les tempêtes, je ne me souviens plus quel nom elles portent, mais qui avaient frappé la Siagne, qui avaient frappé la vallée de la Brague, qui avaient fait des victimes, des personnes décédées. Et puis une récidive, 2018, 2019, avec quelques soubresauts, mais 2020, qui a frappé un grand coup. Et en 2020, nous avons eu la fierté d'avoir ce SMIAGE qui a permis une intervention rapide, qui a permis une réparation, qui a permis d'éviter les drames de continuer à se produire. Et les services du département, et je salue Hervé Moreau, qui est le directeur général adjoint de notre collectivité, et qui sait très bien combien avec Force 06, combien avec le SMIAGE, avec les services départementaux d'incendie et de secours, nous sommes arrivés à intervenir. Eh bien, la première fierté, c'était celle-là. Alors, je dirais que lorsque nous nous sommes retrouvés, non pas avec abondance d'eau,
mais plutôt en période de sécheresse, que Louis Baudin annonçait ces périodes de sécheresse régulièrement à la télévision, confirmant la baisse de la nappe phréatique dans les Alpes-Maritimes, nous nous sommes retrouvés ensemble, mon cher Yannick, monsieur le président de l'université Nice-Côte d'Azur, autour d'une table avec l'ensemble des partenaires que je salue, le président de la Chambre d'agriculture, le président de la Fédération de pêche qui est ici représenté, l'ensemble des partenaires qui, avec efficacité, ont pu travailler, militer sur ce risque, non plus cette fois d'inondation, mais de sécheresse. On voit bien les caprices de l'eau qui sont là et qui ne tombent pas toujours au moment où on veut, comme on veut, là où on veut et dans les quantités que l'on aimerait. Alors il a fallu anticiper tout cela. Et la période de sécheresse, malheureusement, s'est prolongée tout l'été 2022. Nous avons abordé une période début de l'année 2023 avec beaucoup d'inquiétudes. Et il fallait en cela mettre des piézomètres un peu partout. Il fallait regarder dans quel état nous nous retrouvions. Avec Hervé Paul, on travaillait sur la basse vallée du Var avec cette vigilance et cette jalousie de dire cette ressource en eau, il faut véritablement qu'on puisse la maîtriser le mieux possible. Et la meilleure ressource, on le dit toujours, des énergies rares, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc première des solutions, et je remercie le CRT qui est ici représenté, parce que derrière nous sommes dans un département touristique et qu'il a fallu là-dessus la coopération de l'industrie du tourisme pour dire, allez, ce département ne doit pas manquer d'eau parce qu'il vit du tourisme, il doit accueillir les touristes, mais en même temps, il faut être vigilant parce qu'on ne peut pas consommer l'eau à foison. Alors on voit que cette problématique de la ressource en eau, nous l'avons partagée. Nous la partageons territorialement avec des risques qui sont inhérents au territoire et non pas aux frontières administratives ni internationales que nous pouvons mettre. La vallée de la Roya, le maire de Menton, a eu ses inquiétudes en disant « mais comment je vais alimenter, après la tempête Alex, comment je vais alimenter la ville de Menton alors qu'il y avait une destruction de la vallée de la Roya, il y avait une destruction des ressources et il fallait aller chercher les sources en Italie avec une période italienne qui va se terminer à échéance des contrats que nous avons. Là, on doit se poser des questions. Avec cette ressource qui nous est propre sur la vallée du Var, dont j'ai parlé il y a quelques instants, je n'y reviendrai pas, sur la vallée du Loup, sur la vallée de la Siagne, et la vallée de la Siagne qui est alimentée là aussi par le barrage de Saint-Cassien. Interdépartemental. L'eau coule dans le Var parce qu'il prend une partie de ses ressources, oui, dans les Alpes-Maritimes, au sommet du col de la Cayolle, mais également dans les Alpes de Haute-Provence. Et nous partageons cela avec Eliane Bareil, qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, retenue par un peu de turbulence politique, cela n'aura pas échappé à votre sagacité. De la même manière que Jean-Louis Masson se retrouve absent de nos travaux, et pourtant il m'a dit combien il était intéressé par nos travaux et combien lui-même avait lancé d'intérêt pour faire en sorte qu'il se retrouve avec le département du Var dans un partage de connaissances de cette ressource en eau, Saint-Cassien, coulant sur la vallée de la Siagne et alimentant le bassin cannois. Donc, quelle saveur, quelle belle saveur, mon cher Yannick, de revoir ici tous les territoires représentés. C'est d'autant plus savoureux pour le département des Alpes-Maritimes et son président que nous n'avons pas à proprement parler cette compétence, mais que je me suis senti directement en responsabilité pour coordonner l'ensemble de ces ressources. Parce que le conseil départemental, s'il n'a pas une compétence particulière sur l'eau, il peut être ce coordinateur de l'ensemble de ceux qui portent la compétence. Et en cela, vous m'avez entendu. Vous m'avez entendu à telle fin que vous vous retrouvez aujourd'hui autour de cette chaire sur l'eau qui est née, avec cette nécessité, bien sûr, de travailler sur la ressource, de travailler sur la connaissance. On n'a pas une connaissance particulière.
Et il y a un deuxième volet. Il y a parmi vous d'ailleurs un certain nombre d'exploitants de cette ressource. Ces ressources, que ce soit des exploitants en régie, là aussi la régie des eaux d'Azur, que ce soit la régie des eaux d'Azur Mercantour un peu plus haut, où nous partageons en fait un territoire haut et le territoire bas, ou que ce soit des exploitants privés, là aussi, chacun dans ses compétences doit, parce que c'est quelque chose qu'il est normal d'avoir, chère Madame Isabelle La Jeunesse, les datas, les données, pouvoir avoir cette connaissance du territoire, de manière à ce que vous puissiez travailler. Et là, c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que le partage du savoir, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Surtout lorsqu'il y a, ce sur quoi, Jannick, tu as insisté, un partenariat public-privé qui est tant nécessaire. Mais souvent, les données privées, elles ont des difficultés à circuler. Et quelquefois, les données publiques, elles sont définitivement perdues parce que peu utilisées, peu demandées. Et pour faire mouliner nos algorithmes avec l'intelligence artificielle, on en manque un peu. Je sors un peu de l'eau, mais ça fait partie du débat et de la connaissance de ce que nous pouvons avoir. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, on a cette chance avec les collectivités qui portent la compétence, avec les délégataires des exploitations de l'eau qui sont là aussi et qui doivent nourrir la réflexion, et que cette chaire sur l'eau, pour laquelle l'Université Côte d'Azur, l'ensemble des partenaires avec Mathieu Garotta, qui représente ici la Fondation Université Côte d'Azur, que je remercie également pour son implication, nous nous retrouvons véritablement sur quelque chose de fort. Et là, j'ai fait le parallèle avec le SMIAG. Je pense que cette chaire sur l'eau, dans quelques années, mon cher Louis, toi qui es un scientifique convaincu, au-delà du météorologiste que nous écoutons avec beaucoup d'attention, quelquefois d'inquiétude. Je parle de la saison d'hiver quand je le regarde, quand je regarde Louis Baudin et que je me dis, est-ce qu'il va m'annoncer la neige pour nos stations de sport d'hiver, pour nos montagnes, pour recharger les nappes phréatiques? Je suis toujours inquiet. Mais quelque part, quelle saveur, quelle bonne saveur pour la recherche au plan global, que ce soit la recherche fondamentale, la recherche appliquée. J'ai bien entendu que c'était des concepts qui ne te convenaient pas beaucoup, mais globalement, c'est la recherche. Et moi, la recherche en France, je pense qu'on a besoin de la dynamiser parce que c'est elle qui, au-delà de la bonne gestion de notre ressource en eau, va nous permettre d'avoir à la fois les bonnes ressources. Et le département des Alpes-Maritimes a lancé un plan financier, et j'y viens, et puis après je m'arrêterai de parler parce que vous avez tous besoin de parler, parce que l'heure tourne, mais je suis passionné par ce sujet parce que ce sujet est passionnant. Il est passionnant et en même temps qu'il est passionnant, il est d'un intérêt public majeur. Alors on a mis plus de 130 millions d'euros sur un plan en plusieurs années qui va permettre à la fois de pouvoir économiser de l'eau, rechercher les fuites de nos conduites fuyardes. J'ai un chiffre en tête qui se balade, 32 millions de mètres cubes de fuites d'eau pour le département des Alpes-Maritimes. Quand on aura réparé ça, croyez-moi, on aura déjà économisé de l'eau. Mais Louis va nous donner des chiffres qui sont encore plus révélateurs. Et puis, il y a les petits détails, avec les réserves d'eau individuelles que l'on peut faire fonctionner pour celles et ceux qui veulent mettre des récupérateurs d'eau. Il y a avec Castagnone, dans le plan, avec Monsieur Castagnone, dans le cadre du plan de la gestion de nos parcs départementaux, des sujets sur lesquels on peut éventuellement avancer. Et puis, il y a les grands projets que nous finançons au travers des projets sur Aliotis, sur d'autres gros projets menés ici et là dans les intercommunalités. Alors, vous voyez pourquoi cette chaire sur l'eau est, pour moi, quelque chose de fort, d'important, de majeur pour l'avenir de notre département, pour l'avenir de la gestion de l'eau, pour retrouver sur le caractère innovant par la recherche des solutions d'avenir. Et les solutions d'avenir, elles passent par tout ce que l'homme saura inventer. Et j'ai une foi
indéfectible dans la capacité de l'homme à positiver et à trouver les bonnes solutions pour retomber sur ses pattes. Et il faudra que là-dessus, on soit inventif. Allez, il y a du boulot. Merci de m'avoir écouté. Messieurs les présidents, on va vous inviter à rejoindre l'assistance et on va passer la parole à Monsieur Louis Baudin, météorologue, ambassadeur du Green Deal, pour une petite intervention. Merci de m'avoir invité, parce qu'en fait, je vais vous faire une petite présentation simplement à travers mon métier. Je vais vous faire un bulletin météo. Ça va vous paraître original, mais s'il a quand même deux originalités pour moi. La première, d'abord, c'est que quand moi je parle à un œilleton de caméra, et là je vous parle, donc ça me change. D'habitude, j'ai personne, hein, j'ai juste un technicien qui me règle un peu tout ça et la lumière, mais j'ai personne en face de moi, donc ça c'est le premier changement. Et le deuxième, c'est que je vais vous faire un bulletin météo pour aujourd'hui, pour demain, hein, donc pour jeudi et vendredi, oui, mais en 2050. Donc on va se transposer tous ensemble en 2050. L'exercice n'est pas facile, mais c'est intéressant. Alors je vais commencer tout de suite par la prévision pour ce jour, hein, avec un premier générique, on a l'habitude. Et puis ensuite, vous allez voir que durant cette matinée du 13 juin 2050, eh bien, on a un ciel qui est souvent très dégagé, hein, même si on a beaucoup d'énergie apportée par cette nouvelle masse d'air qui contient beaucoup d'humidité. Vous savez que plus la température est élevée, plus l'humidité peut stagner dans l'atmosphère. Alors on aura quand même une matinée ensoleillée. Mais vous voyez que déjà sur les reliefs, hein, il y aura quelques nuages et en cours d'après-midi, eh ben, ça va tourner à l'orage. Hein. On a de tels gradients, de telles différences de température entre la plaine et la haute altitude que finalement on peut avoir ce type d'orage. Alors les températures le matin, eh bien oui, on sera déjà au-dessus de 20 degrés. Hein. Vous savez que 20 degrés, c'était aujourd'hui un seuil de canicule, hein, puisqu'on parle souvent de températures dangereuses quand il fait chaud à la fois la nuit et le jour. Pas seulement le jour, hein, puisque l'organisme ne récupère pas. Et voilà ce qui nous attend cet après-midi, des températures totalement déraisonnables, mais malheureusement on commence à être habitué. Hein, plus de 40 degrés attendus. Alors vous voyez que c'est tout petit peu moins chaud, si je puis dire, en bord de mer, parce qu'il y a encore quand même l'effet de la Méditerranée qui tempère cette élévation. Et puis pour échapper à tout ça, pour ceux qui souffrent encore de cette chaleur, qui ne sont pas encore habitués, ben on pourra aller en montagne. Hein. Je vous rappelle qu'on perd à peu près 6,5 degrés, 7 degrés tous les 1000 mètres. Donc au-dessus de 1500 mètres, on retrouvera des températures qu'on connaissait au début du 21e siècle. On va continuer avec la journée de demain et on va continuer malheureusement avec cette forte chaleur. Alors un peu plus de nuages déjà au réveil, hein, vous voyez, qui gagneront le cœur de ce département, mais sur le littoral, il y aura encore un ciel relativement dégagé, hein, ce qu'on appelle un air un petit peu plus stable. Et puis en cours d'après-midi, attention aux violents orages. Alors, c'est ce que ça apporte comme conséquence, hein, des écoulements, des boues, mais petit à petit, quand même, on commence à être habitué. Les gens font un petit peu plus attention et on se prévient un peu mieux de cette activité orageuse. Les températures, ça ne bouge pas, malgré les orages. Hein. Vous voyez qu'on aura 20 degrés en montagne, mais toujours 25, 26 degrés sur le littoral. Oui, les organismes ont du mal à récupérer. Et puis, en cours d'après-midi, nous dépasserons encore les 40 degrés, sauf en haute montagne, hein, avec du côté de Valberg, par exemple. On respirera un petit peu mieux quand même, même si on frôlera encore les 30 degrés. Vous voulez une première tendance pour les jours suivants? Ben, ça va rester aussi chaud, hein, avec notamment pour la journée de samedi du grand soleil. Donc on imagine les températures, hein, on ne descendra pas sous les 20 degrés la nuit. Et puis en cours d'après-midi, on dépassera les 40 degrés, y compris en montagne. Et puis de nouveau, hein, entre dimanche et lundi, l'activité orageuse pourrait se déployer. Alors attention, hein, lundi, on attend de très très forts cumuls. Donc on pourrait avoir localement quelques inondations. Pendant ce temps-là, ça restera très très chaud sur le littoral. Vous voyez les fourchettes de température, 18 degrés la nuit, mais on dépassera parfois les 45 degrés en cours d'après-midi. Alors pas forcément sur le littoral, un tout petit peu dans les terres, mais globalement des températures irrespirables. Donc prudence, on fait encore attention, hein, aux personnes les plus âgées ou les plus fragiles dans de telles situations. Malheureusement, on a vu, il faut s'y habituer. Bravo. Monsieur Baudin, j'ai une question. Vous êtes où? Je suis là. Ah voilà. La météo que vous présentez, qu'est-ce que ça représente comme impact sur le territoire des Alpes-Maritimes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ah ben oui, hein, si on se transpose, vous avez vu les températures, 20-40 degrés, donc ça veut dire une végétation
qui dans toute cette période-là, où aura souffert, ou aura disparu, ou se sera adapté. Alors espérons qu'elle se sera adaptée, parce qu'effectivement, on en a parlé, les technologies nous permettront un peu, mais de toute façon, il y aura eu un changement radical du paysage. Il y aura aussi un changement radical de la partie littorale, la température de l'eau étant beaucoup plus élevée, ça veut dire des espèces différentes dans l'eau, ça veut dire peut-être également une chaîne de vie qui sera totalement différente. Donc là, il aura fallu aussi s'adapter. Est-ce que c'est de nouveaux poissons? Est-ce que c'est de nouvelles végétations? C'est la même chose sur Terre. Ça veut dire, est-ce qu'on pourra encore faire de l'élevage? Est-ce qu'on le fera plus haut? Est-ce que la végétation sera remontée, par exemple? C'est ce qui va se passer très probablement. C'est-à-dire que là où on a des zones encore uniquement de roches, petit à petit, la végétation va peut-être conquérir des territoires beaucoup plus élevés. Donc une partie de l'activité, notamment dans le monde agricole, aura été obligée de remonter. Mais vous voyez, sur des territoires plus restreints, parce qu'évidemment, les zones de montagne sont un peu différentes. Et puis évidemment, pendant ce temps-là, sur toute la frange littorale, la partie urbanisée, il aura fallu trouver les moyens d'atténuer, tempérer un peu ces températures. Donc c'est végétaliser, c'est avoir peut-être des espaces urbains, ou en tout cas qui soient beaucoup plus réfléchissants de cette chaleur. Et c'est comme ça qu'on pourra atténuer, pas faire disparaître, évidemment. Il faudra apprendre, pour ceux qui le supportent, à vivre avec des températures beaucoup plus élevées. Mais il est clair que le paysage aura totalement évolué si on a été un peu intelligent et si on a pensé à s'adapter. Donc ça veut dire commencer maintenant, puisque ça, c'est ce qui nous attend dans 25 ans. Donc transformer un paysage, une territorialité par rapport à une telle évolution, il faut commencer maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Baudin, de nous avoir mis dans l'ambiance d'un futur finalement assez proche que vont vivre les habitants des Alpes-Maritimes, parce que ce que vient de nous présenter Monsieur Baudin est basé sur les résultats d'une étude très sérieuse, prospective, de Météo France, qui avait été commandée par le SMIAGE, notre syndicat mixte de la gestion de l'eau, et justement pour voir les enjeux pour le territoire. Et là, ce qu'on comprend bien, c'est que la question de l'eau, elle est centrale pour les solutions d'adaptation au changement climatique, et que cela vient questionner tous les secteurs d'activité, mais aussi toutes les échelles de gouvernance. Voilà pour cette intervention de M. Louis Hédin. Et juste avant l'ouverture de cette table ronde, la parole est à Mme Isabelle Lajeunesse, maître de conférence en géographie de l'environnement à l'Université de Tours, coordinatrice de la chaire partenariale de l'eau. Alors, en tant qu'enseignant-chercheur, mais aussi en tant que résidente du territoire, je remercie sincèrement nos élus des Alpes-Maritimes d'avoir positionné les enjeux de l'eau en haut de leur agenda politique. En démontrant aujourd'hui, par la création et la signature de cette chaire, leur volonté de travailler ensemble à la recherche des meilleures solutions possibles pour sécuriser leurs ressources et pour sécuriser leur territoire. Alors, je suis très, très motivée pour me mettre au travail pour cette chaire dès aujourd'hui, d'accord ? Mais je suis aussi convaincue que la co-création et le partage de connaissances entre tous les partenaires de cette chaire permettront d'aller plus loin pour trouver des solutions d'adaptation au dérèglement du cycle de l'eau à court, moyen et long terme. Face à l'accélération des extrêmes hydrométéorologiques que vous nous avez décrits, les travaux de la chaire, c'est de rechercher de nouveaux leviers. Mais il ne faudrait quand même pas croire que les territoires des Alpes-Maritimes ont attendu cette chaire les bras croisés. Et justement, l'objet de cette table ronde qui va démarrer dans un instant, c'est de témoigner d'actions déjà engagées pour la gestion de l'eau, et ce, dans la diversité des contextes des territoires qui composent le département des Alpes-Maritimes, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de territoires dans ce département. Alors j'invite sans plus tarder nos différents présidents, vice-présidents et représentants des agglomérations à nous rejoindre pour cette table ronde, je vous en prie, pour qu'ils nous éclairent ce qui se passe dans leur territoire. Alors, je crois que vous avez chacun un nom. Et normalement, vous aussi. Normalement. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis ? Est-ce que tout le monde a trouvé son nom ? Merci beaucoup.
Alors je vais m'adresser à chacun d'entre vous pour que vous nous présentiez des éléments qui illustrent des particularités de votre territoire. Et en fin de table ronde, il y aura un temps d'échange avec notre public, si bien que je demande à notre aimable assemblée de noter vos questions et de les retenir pour les poser à ce moment-là, puisqu'il y aura un temps d'échange. Monsieur Paul, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, directeur de la régie Hauts d'Azur. Je vais commencer par vous, directeur, président. Ça, je suis universitaire, vous l'aurez remarqué. Et pourtant, ils m'ont coaché pour le protocole. Je suis désolée. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a fait prendre conscience de l'importance de s'adapter à la variabilité du cycle de l'eau pour les besoins en eau de la métropole? Alors, tout d'abord, permettez-moi de remercier Charles-Ange Genesi, le président du département, d'avoir eu cette volonté d'associer l'ensemble des intercommunalités à participer avec l'université et le département à cette chaire de l'eau. Parce qu'évidemment, si on veut des résultats concrets et si on veut travailler sur le long terme, il faut travailler ensemble. Et donc, merci Charles-Ange d'avoir eu cette démarche. Lorsque les experts du GIEC approuvent à Copenhague en novembre 2014 le rapport de synthèse sur le changement climatique, la métropole Nice-Côte d'Azur vient de décider, quelques mois auparavant, sous l'impulsion de Christian Estrosi, de créer une régie pour la gestion publique de l'eau sur le territoire métropolitain. Ce qui a prévalu à ce choix, c'était d'abord la nécessité d'offrir un service de qualité pour tous, puisqu'on avait un service qui était de très bonne qualité sur la bande littorale, mais dans le Haut-Pays et dans les hameaux des communes de montagne, on avait un service qui était, j'allais dire, ancestral, pour utiliser un terme qui n'est pas trop négatif. Et donc, il fallait assurer déjà la continuité du service et délivrer de l'eau de qualité, ce qui n'était pas le cas partout. Donc, pour assurer cette solidarité territoriale entre la partie littorale dense de la métropole et la partie montagnarde, il fallait mutualiser les moyens et mutualiser l'ingénierie, le savoir-faire, l'expertise. Et ça a été le choix de créer la régie. Dès que ce rapport est sorti, nous avons décidé avec Christian Estrosi de se dire que sur la partie qui était gérée par la régie, il fallait que chaque abonné de la bande du littoral ou du moyen pays soit alimenté au moins par 2 ressources d'eau différentes, voire 3 quand c'était possible. Et dès lors, nous avons investi, à partir de 2014, 120 millions d'euros jusqu'à 2023, 120 millions d'euros qui ont été investis pour réaliser d'abord du renforcement de la capacité de pompage dans la nappe du Var, au niveau des Sagnes, à côté du Canam, pour pouvoir donc suppléer les difficultés qu'on pourrait avoir d'alimentation avec le canal de la Vésubie, qui est la ressource historique et ancestrale, j'allais dire, de la métropole, et en tous les cas du bassin de vie niçois, mais jusqu'à Menton. Et donc, aller chercher des capacités pour pallier la déficience possible de la Vésubie. Et puis, surtout, assurer un maillage entre les ressources. Et donc, c'est les grands travaux qui ont permis de mettre en connexion les pompages dans la nappe du Var qui avaient vocation à alimenter simplement les bas services avec la partie la plus haute du territoire, et donc avec des nouveaux réservoirs, avec des nouvelles capacités de pompage, avec des nouveaux tuyaux surdimensionnés qui nous permettent, à partir maintenant des champs captants qui sont à côté du Cadam, d'alimenter la partie la plus haute du territoire et donc l'est du département jusqu'à Menton. À l'époque, ce n'était pas possible. Dans le même temps, nous avons mis en connexion le champ captant Joseph Ribot sur la commune de Castagnier avec l'alimentation de l'usine nouvelle qui a été construite à Levens et avec l'usine de Plan du Var qui alimente principalement le Brousse et Saint-Martin. Ces travaux sont passés inaperçus parce qu'en fait, en fonctionnement normal, on n'en avait pas besoin. Sauf que notre territoire a été confronté à 2 épisodes majeurs. Le premier, ça a été la tempête Alex. Quand vous revoyez les photos de la prise d'eau de Saint-Jean-la-Rivière, du canal de la Vésubie, pendant plus de 2 mois, le canal de la Vésubie n'était pas utilisable. Et c'était au moment où à Menton, il n'y avait pas d'eau à cause de la Roya. Si nous n'avions pas anticipé ces travaux avant la survenue de ce cataclysme, non seulement on n'aurait pas pu livrer de l'eau à Menton et à Monaco, rappelons quand même qu'en période d'étiage, les 2 tiers de l'eau qui est consommée à Monaco pendant l'été est livrée par la région d'Azur. Mais en plus, la ville de Nice aurait manqué d'eau.
D'où l'utilité d'anticiper les changements climatiques et pas d'être en réaction. Et puis, avec ça, c'était le premier épisode. Deuxième épisode, sécheresse 2022-2023, parce que l'épisode, il s'est étalé sur pratiquement 24 mois. Qu'est-ce qu'on a vu? La nappe du Var qui est descendue comme aucune étude qui avait été réalisée au cours des décennies précédentes ne l'avait anticipé. Toutes les études qui avaient travaillé sur qu'est-ce qui se passe en cas d'étiage sévère et en temps de pluviométrie faible disaient aucun problème, la nappe du Var, elle est forte, elle est puissante, elle répondra. Là, la nappe, elle s'est effondrée comme jamais on n'avait pu l'imaginer. Premier point d'eau qui a manqué d'eau, c'est Plan du Var. Ça veut dire plus d'eau à Plan du Var, au Borousse et toute la partie du village de Saint-Martin. Comme on avait fait la connexion avec Joseph Rébaud, pas de problème, plan B, personne ne s'est aperçu de rien. Sauf que 3 semaines après, c'est les champs de castagniers, les pompes qui sont dénoyées. Et là, on fait quoi? Et bien là, on se dit heureusement qu'on a fait la connexion avec l'usine de Levers qui prend l'eau de la Vésubie. Parce que sinon, c'est 16 000 personnes qui auraient manqué d'eau pendant 3 mois. Je peux vous dire qu'on en entend tous parler, comme une catastrophe majeure. Personne n'en a entendu parler parce que les travaux avaient été réalisés par anticipation. Et ce maillage, on l'a réalisé sur l'ensemble de la rive gauche. Depuis, la région d'Azur exerce sa compétence sur la rive droite et nous sommes en train, après avoir repris, les services de l'État ne m'en voudront pas, de rappeler les infrastructures du canal de la rive droite du Var, sur lequel nous avons des travaux colossaux à réaliser, mais de réaliser le même maillage sur la rive droite. Et ce sont 70 à 80 millions d'euros que nous devons réaliser dans les 5 prochaines années pour assurer la continuité de l'alimentation en eau. Donc voilà comment on a pris conscience à travers ce rapport du GIEC et nous avons anticipé donc, pour faire face le moment venu. Merci beaucoup pour ce témoignage qui nous dit 2 choses. Déjà que les rapports du GIEC servent à quelque chose et sont lus. Donc déjà, ça fait plaisir en tant que scientifique, parce qu'ils sont quand même costauds à lire. Et puis surtout, je pense que c'est important aussi. En tout cas, c'est aussi important pour notre assemblée, ces témoignages, parce que pour eux, tous ces moments forts que vous avez dû vivre pour arriver à sécuriser votre source, nous, en tant qu'usagers, quand on ouvre le robinet, ça ne change pas la donne. Et on ne voit pas tout ce qui se passe derrière. On voit juste la facture de l'eau parfois quand c'est nous qui la payons, quand elle n'est pas parmi d'autres. Et donc, c'est quand même important de savoir ce qui se passe dans ces moments-là. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Madame Roman, conseillère communautaire de l'agglomération Sophia Antipolis. J'avais envie de vous demander pourquoi est-ce qu'une relation de proximité avec la recherche et l'innovation dans le cadre de cette chaire vous paraît aujourd'hui importante pour votre territoire? Bonjour, d'abord merci Monsieur le Président, cher Charles-Ange Ginesi, d'avoir organisé cette chaire de l'eau qui est très importante pour notre Président, qui regrette de ne pas être là aujourd'hui, Jean Leonetti, mais que j'ai le plaisir de représenter. Et merci au directeur de l'INRED de nous accueillir. Alors, comme vous le savez, le territoire de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis a cette spécificité par du littoral, du bord de mer, et va dans le moyen et haut pays jusqu'à une petite station de ski, cher Jérôme Viau, que vous connaissez bien, Gréolières-les-Neiges. Gréolières, je crois qu'on ne dit plus Gréolières-les-Neiges, mais enfin, nous on dit Gréolières-les-Neiges. Et sur ce territoire d'exception, nous avons la chance d'avoir Sophia, cette technopole internationale. Et donc, bien entendu, qu'il était évident pour nous d'être partenaires de cette chaire, puisque nous devons travailler, nous travaillons déjà, mais nous allons encore plus travailler avec toute cette panoplie d'innovation, le CNRS qui sont sur notre territoire, bien sûr l'Université Nice-Côte d'Azur, mais également nous avons l'école des mines, nous avons beaucoup de recherches, nous avons des start-up, des entreprises. Donc pour nous, il était évident d'être partenaire de la chaire de l'eau. Le président le rappelait tout à l'heure, dès 2015, après ces terribles inondations qui ont touché le territoire de la Casa, nous avons eu 7 décès en 2015. Nous avons tout de suite collaboré avec le SMIAG et nous continuons à collaborer. Pour nous, c'est un organisme extrêmement important. Nous avons maintenant les compétences GEMAPI. Donc, nous travaillons pratiquement au quotidien avec l'organisme du SMIAG et du département. Et donc, pour nous, 2022-2023,
quand on sort, comme vous le disiez, Monsieur le Président, de graves inondations, eh bien, quelque part, on ne s'y attendait pas vraiment à cette sécheresse, à ce manque d'eau. On a été quand même tous un peu surpris. Je pense que la plupart des élus locaux ici peuvent dire la même chose. Cette sécheresse, elle est impactante sur beaucoup de choses, sur la santé des gens les plus fragiles, que ce soit les personnes âgées, les jeunes. Elle est impactante sur le tourisme, donc sur l'économie, puisque on a dû faire attention aux consommations d'eau. Il faut savoir, nous, par exemple, à Antibes, on a fait une étude. Les plus gros consommateurs d'eau, c'est le port Vauban, premier port européen. Deuxième consommateur d'eau, les grands hôtels, et nous en avons quelques-uns sur la commune, et puis l'hôpital d'Antibes. Donc, on est directement impacté au niveau du public et au niveau aussi de l'économie. Et puis, comme je le disais, dans notre territoire, nous avons des agriculteurs, nous avons des cultures. Donc là aussi, un impact extrêmement important. Et bien entendu, donc, nous nous sommes penchés sur cette question dès 2022, dès 2023. Avec les services et avec nos collègues de Cannes, nous avons été précurseurs sur ce que nous avons appelé la réutilisation des eaux usées. Alors, les eaux usées, on rassure tout le monde ici, mais enfin, je pense que maintenant tout le monde est au courant. Ce sont les eaux qui ont été traitées, qui passent par nos usines et qui ensuite sont refoulées dans la mer, mais qui sont doublement traitées et qu'on peut utiliser pour nettoyer nos rues. Donc, depuis l'an dernier, nous les utilisons. Nous continuerons à le faire cet été. Mais voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a d'autres choses sur lesquelles nous travaillons également. Et avec le président de l'agglomération de Sophia Antipolis, nous travaillons également sur tout ce que nous pouvons apporter et apprendre à nos citoyens et aux plus jeunes. Nous avons, depuis 2 ans, envoyé dans les écoles. Alors, nous avions l'habitude de le faire pour la prévention des risques et les bons comportements à adopter depuis 2015, mais nous le faisons aussi auprès des primaires. Nous envoyons une équipe de la commune pour parler des problèmes de crise climatique, mais également aux plus jeunes de savoir économiser l'eau, qui devient de plus en plus rare. Et par exemple, des choses toutes simples qu'on connaît tous auprès de nos enfants, on prend des douches et pas des bains, on coupe l'eau quand on se lave les dents, des petites choses comme ça. Mais ce message auprès des petits, en école primaire, il passe très bien et nous, on veut que ça soit un relais avec les adultes. Et puis bien sûr, on fait passer la même chose auprès de toute l'économie, de nos acteurs économiques, particulièrement du tourisme. Et par exemple, ce soir, à Antibes, nous avons la remise des trophées de l'IA, intelligence artificielle et technologie, dans le cadre du tourisme durable. Parce que le tourisme, c'est formidable, ça fait vivre énormément de personnes sur la Côte d'Azur, mais on ne peut plus maintenant faire abstraction de tout ce qui est la biodiversité, de tout notre environnement. Donc le tourisme durable et l'intelligence artificielle, ça peut fonctionner aussi, et le territoire de Sophia Antipolis va le prouver. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ces différents témoignages qui nous montrent l'intérêt déjà de la proximité et puis aussi de l'enseignement et la formation à tous les étages. Donc ça, ce sera des chantiers importants. Également la réutilisation, je pense que d'autres en parleront aussi. Madame Brunto, conseillère communautaire de l'agglomération de Cannes, Pays de Lérins. Alors, Madame Roman en a dit un mot déjà, mais c'est vrai que votre agglomération est proactive dans la gestion de ses ressources en eau. Et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de solutions innovantes qui ont été mises en place sur votre territoire pour consommer autrement ? Alors, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président du département, cher Charles-Ange. Merci, cher Yannick, parce qu'effectivement, ce lien entre les territoires et l'université est indispensable pour progresser et aller plus loin que ce que l'on a déjà innové sur nos territoires. Alors, effectivement, j'excuse David Lisnard, qui pourtant est un passionné comme vous, Monsieur le Président, de l'eau. Il a présidé le SICASIL de 2001 à 2008. Donc le SICASIL étant le pôle ressources eau pour une partie de l'ouest des Alpes-Maritimes et qui effectivement réunit sur notre territoire un pôle assez conséquent. Et dès 2001, David Lisnard a engagé un plan de performance sur la lutte contre les fuites d'eau, d'économie
du réseau, de performance du réseau, avec un plan d'investissement extrêmement durable, avec des négociations effectivement sur les droits d'eau sur le lac de Saint-Cassien, qui effectivement sont pour nous une réserve absolument importante, mais également des innovations telles que les microturbines que l'on a sur la totalité du réseau, des caméras de détection à l'intérieur des réseaux. Et puis, dès 2016, David Lisnard a demandé à ses équipes de travailler sur la réhute, donc la réutilisation des eaux usées. Et effectivement, ça a été fait donc avec nos délégataires, et en particulier le délégataire de la station d'épuration de Cannes-Mandelieu, qui est Suez. L'idée étant de pouvoir réaliser à terme une économie de 15 millions de mètres cubes par an, qui effectivement aujourd'hui repartent à la mer. Voilà, c'est pas rien. Et donc ça a été un combat, c'était un gros combat administratif d'abord parce qu'effectivement on a fait plus de 1026 analyses avec 32 paramètres pour démontrer à l'ensemble de la communauté ARS, ministère, DDTM, DREAL, CODERST, et je vous en passe, la difficulté de convaincre effectivement que l'eau traitée issue de notre station d'épuration était inoffensive, et en plus on a une station d'épuration extrêmement récente qui est extrêmement modernisée avec des innovations technologiques de filtration très fine. Et donc pour David Lisnard, c'était une évidence qu'on ne pouvait pas continuer à laver les rues, à laver les bennes à ordures, à irriguer le golfe avec de l'eau potable. C'était pas possible, même si on n'en manquait pas en 2016. Mais pour lui, c'était une question de bon sens. C'est le bon sens qu'on apprend chez nos grands-parents, chez nos parents, de tu fermes le robinet, tu éteins la lumière, enfin voilà, ce qui est l'écologie de bon sens. Et effectivement, ça a été permis dès 2022, après de multiples batailles, y compris médiatiques, pour arriver à forcer le gouvernement à prendre les décrets qu'il fallait pour qu'on puisse le faire sur nos territoires, tardivement, alors qu'on aurait pu être dans les premiers. Et entre-temps, effectivement, moi j'étais allé d'ailleurs avec le directeur de l'innovation d'Université Côte d'Azur, on était allé en Israël, à Haïfa. On avait une très bonne conférence sur et la réhute et la désalinisation de l'eau de mer. Ils ont été très très avancés, beaucoup plus avancés que nous. On aurait pu, nous, être en avance dès 2016-2017. On a attendu 2022-2023. Voilà, donc ça c'est effectivement un vrai combat, et je pense qu'on aura ce combat juridique, et je rejoins effectivement la nécessité de la pluridisciplinarité pour arriver à mettre en œuvre des innovations. La seconde innovation, ça a été de dire... On va essayer de réutiliser les exords d'un parking qui s'appelle le parking Lamy à Cannes. Les exords, donc c'est les résurgences d'eau en fait qui sont issues de la construction du parking. Et ça nous permet aujourd'hui d'économiser 1,6 million de mètres cubes par an. Et on s'en est servi justement pour les bateaux du port Canto et du Vieux-Port pour le lavage des bateaux, parce que effectivement là aussi ça permet, grâce à des citernes qu'on a installées, des réseaux nouveaux qu'on a installés, de pouvoir accompagner cette eau à l'endroit où on en a besoin au port, et de là aussi de ne pas laver les bateaux avec de l'eau potable. Donc voilà, ça fait partie des innovations. On est en train, là on vient de terminer le micro-tunnelier sous la Croisette, qui nous a permis de refaire tous les réseaux humides et secs. Un micro-tunnelier avec un tunnel sous la Croisette de 3 mètres de diamètre, qui va nous permettre de relier à une centrale de thalassothermie, là aussi pour utiliser les frigories de la mer et la partie maritime pour pouvoir alimenter en chaud et froid l'ensemble de la Croisette, et notamment nos grands hôtels avec lesquels on travaille de manière très étroite. Donc c'est vraiment un ensemble de solutions, et y compris côté start-up, et là on l'a fait à l'échelle de Cap Azur, donc de l'ensemble de notre territoire de l'ouest des Alpes-Maritimes, où on a organisé un appel à manifestation Solutions Intérêt Climat, avec une thématique eau, pour avoir des start-up qui puissent être expérimentées sur la totalité de nos communautés d'agglomération de l'ouest des Alpes-Maritimes, y compris le département, Monsieur le Président,
où on a organisé plus de 91 rendez-vous il y a 15 jours de cela, avec des startups qui nous permettent d'économiser de l'eau dans les bâtiments, de récupérer l'eau de pluie, de mieux la faire circuler, de faire des économies dans la gestion de l'eau dans un bâtiment elle-même. Parce qu'effectivement, cette économie, il faut la poursuivre jusqu'au bout. Et puis, effectivement, de la récupération aussi, de l'évaporation. Donc, il y a, je pense, énormément d'effervescence dans nos startups. Et je pense que c'est un triptyque entre nos entreprises. On a de très grandes entreprises qui ont des laboratoires formidables. Entre les laboratoires de l'université, les chercheurs de l'université, les compétences produites dans chacune de nos collectivités, je pense qu'on est à la pointe de la réflexion à terme, Monsieur le Président, grâce à votre initiative. Merci. Merci beaucoup pour cette explication que certains d'ailleurs peuvent comprendre, les travaux qu'on voit parfois et l'anticipation que ça représente par rapport à la ressource en eau. Et aussi quelque chose de très important et auquel on sera attentif dans la chaire, c'est la notion du droit. La notion du droit qui est une notion qui évolue lentement pour des raisons saines, mais qui sont parfois difficiles et on aimerait quand même parfois en fonction des besoins ou des crises que l'on peut voir aller un petit peu plus vite. Et c'est vrai que c'est un travail important. On ne fait pas d'un déchet une ressource aussi facilement que cela. Et c'est vrai que j'imagine la quantité d'analyses que ça a pu représenter pour arriver à faire aboutir cette usine de réutilisation. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de la Riviera française, est-ce qu'il y a des particularités du territoire montagnard vis-à-vis de la ressource en eau et qu'est-ce que vous auriez à nous en dire ? Merci pour votre question. Monsieur le Président du département, cher Charles Ange, Monsieur le Président de l'Université, mes chers collègues, Mesdames les adjointes représentant les présidents des agglomérations donc, de Cannes et de Sophia Antipolis, cher Louis Baudin, bonjour. Alors la carte, je dirais oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de particularités. La première, c'est que j'entends dire de temps en temps, après Monaco, c'est l'Italie. Non, c'est pas vrai. Après Monaco, c'est pas l'Italie. Après Monaco, il y a la Riviera française. Et la Riviera française, elle a les pieds dans l'eau. Quand il fait beau, et je m'aperçois qu'il fera très chaud dans 25 ans, mais bon. Je ne sais pas si je serai encore là pour le voir. En tout cas, on a les pieds dans l'eau et la tête à la fois dans les étoiles et un peu dans la neige quand il y en a, quand on est à Tende. Alors nous, c'est un peu spécial parce que l'eau, les ressources en eau, ça a été évoqué tout à l'heure par Hervé Paul, c'est dans la Roya, c'est en Italie. Alors en quelques mots rapidement, ça peut paraître aujourd'hui, quand on parle d'Europe et qu'on parle de groupement européen de coopération transfrontalière, j'en dirai un mot, c'est suite à des dommages de guerre après la Deuxième Guerre mondiale que la France a obtenu le droit d'utiliser et de pomper de l'eau jusqu'en 2044, je crois, ou 2040. Donc ça veut dire que dans à peine 20 ans, nos amis italiens pourraient très bien nous dire, bah, écoutez, notre eau c'est la nôtre, restez chez vous, on n'a plus à vous la fournir. Heureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est la France, en effet, par l'intermédiaire d'un partenaire privé, qui est notre délégataire, qui se charge de pomper l'eau dans la Roya, dans un champ captant de la Porac, à côté de Vintimille, et qui alimente non seulement, bien sûr, la commune de Vintimille et les communes autour, mais qui alimente également, comme ça a été évoqué, Menton, les communes une bonne partie des communes de la Riviera française et Monaco. Le reste du partenariat étant donc assuré par la régie, comme cela a été évoqué. Alors, tant que les choses se passaient sur un plan, je dirais, naturel, normalement, que la Roya avait pas de problème particulier, que les nappes phréatiques étaient remplies normalement, tout se passait bien. Le pompage s'effectuait à 20 mètres à peu près environ, et ensuite, c'était redistribué. Et puis, malheureusement, est arrivée donc la fameuse catastrophe de la tempête Alex. Et en dehors de tous les drames sur lesquels je ne reviendrai pas, on s'est aperçu, il y a une prise de conscience, on s'est aperçu que tous les champs, si vous voulez, captant entre autres, étaient ensablés avec des sédiments, avec de la vase, et que pour pouvoir continuer à pomper à cette
profondeur, on était obligé de faire des grattages, c'est le terme technique qui a été employé, je ne suis pas un spécialiste, mais des grattages réguliers pour pouvoir donc continuer à pomper. Malgré les grattages, on s'est aperçu que ça ne pouvait pas durer très longtemps, et on a donc demandé à nos amis italiens, qui sont quand même chez eux, des autorisations pour pouvoir effectuer des pompages à 60 mètres. Alors là, on s'est aperçu que le millefeuille politique italien était au moins aussi compliqué que le millefeuille politique français, je dirais même un peu plus à mon avis, sans être méchant, et qu'on avait l'accord du maire de Vintimille, on avait l'accord du président de la Ligurie, mais après il y avait la province, après la province voulait partir à Gênes, et Gênes ça repartait à Rome, et on ne sait pas très bien où ça redescendait, mais on n'avait toujours pas les autorisations. Alors pour peu, on a eu les autorisations. On nous a demandé des études de qualitatives normales, mais on n'a pas aujourd'hui encore l'autorisation de pomper à 60 mètres. On sait qu'on peut, on sait que c'est prêt. Maintenant, on attend toujours l'autorisation. On va y arriver. On est conscient, on va y arriver. Mais donc, tout ça pour expliquer qu'on s'est quand même posé la question à la carte de dire, bon, pour l'instant, les choses se passent pas trop mal, si ce n'est que quand il y a eu la sécheresse, deux villes de la Riviera française, dont Castillon, ont manqué d'eau. On manquait d'eau, on a été obligé de les alimenter par camion-citerne, ils ont manqué d'eau. Alors, ça ne s'est pas trop su parce que, en effet, ça s'est passé relativement bien, mais on est passé près de la catastrophe. Aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on anticipe. Alors, la première chose qu'on a fait au niveau de la Riviera française, on a établi une cartographie de toutes les sources existantes sur notre territoire. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sources. Il y a beaucoup d'eau en réalité. Mais, entre autres, à Castillon, si on voulait l'utiliser, il faut les pomper à 500 mètres. Il faut faire des forages jusqu'à 500 mètres. Donc on peut le faire, hein, mais bon, c'est des problèmes techniques quand même compliqués. C'est des coûts relativement élevés. Et une fois qu'on a pompé l'eau, bah après, il faut la redistribuer parce qu'elle arrive. Mais enfin, il faut l'analyser, avoir le feu vert et la redistribuer. Mais enfin, au moins maintenant, on a la cartographie qui est faite. Donc, on a moins de problèmes. On a travaillé à un partenariat public-privé avec notre délégataire pour qu'on soit territoire un peu expérimental pour tout le retraitement et l'utilisation des eaux de boue et des eaux usées. Et je rejoins tout ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît aberrant de laver les rues et de laver les voitures avec de l'eau potable. Je pense que tout le monde est d'accord et surtout, tout le monde prend conscience que c'est plus acceptable. Donc, on espère aussi arriver assez vite à des solutions dans ce domaine-là. À part ça, on essaye d'éduquer les jeunes et je vous rejoins. On a un conseil municipal des jeunes à Menton et je peux vous dire qu'ils sont au moins aussi en avance et beaucoup plus motivés que nous. La première chose qu'ils ont fait, c'est d'établir une charte, non pas une chaire, mais une charte de l'eau, qu'ils nous l'ont présentée. Ils sont venus la présenter au conseil municipal des Vieux. Elle a été votée à l'unanimité, toutes tendances confondues. Et on la met en place à DER pour éduquer les touristes, pour éduquer les Mentonnais. Vous savez, je vous donne un exemple qui m'a effaré. Quand il y a eu la sécheresse, on avait des directives de la préfecture qui étaient très strictes, interdiction de prendre des douches sur la plage. Ça paraît logique. Donc on avait fermé l'eau. On s'est fait insulter comme sur d'autres plages parce qu'on ne pouvait pas prendre des douches. Mais quand même un jour, je vois des gens qui disent « Ah, monsieur le maire, quelle honte, on ne peut plus prendre des douches sur la plage, c'est un scandale. » Bon, on explique pourquoi. « Ah, bah, c'est pas vous, c'est le préfet. » Oui, ah, bah, c'est moins grave si c'est... Mais enfin, quand même. Et j'ai dit « Mais vous habitez où ?» Eh bien, ces braves gens, ils habitaient juste en face. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'ils montent 5 marches, qu'ils traversent la rue, qu'ils rentrent chez eux et ils pouvaient se doucher parce que chez eux, ils avaient encore de l'eau. Je leur dis, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Enfin, c'est quand même plus sympa d'enlever le sel tout de suite. Bon. Donc, il y a toute une éducation à faire. Bon, là, c'est pour donner un clin d'œil, toute une éducation à faire. Moi, je crois beaucoup à cette chaire de l'eau parce que d'abord, on a à apprendre les uns des autres. Je crois qu'il faut qu'on mette en commun à la fois notre savoir, nos moyens, qu'on dépasse tous les clivages qui peuvent exister parce que l'eau, ça n'a pas de prix. Mais je suis un optimiste et je suis convaincu que grâce à l'initiative de Charles-Ange et de l'université, on se reverra souvent et avec de très bonnes nouvelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce que vous venez de nous dire est important. C'est que vraiment le transfert de connaissances va être au cœur de cette chaire, puisqu'il y a déjà, avec les différents témoignages, on voit qu'il y a déjà beaucoup de connaissances qui peuvent bénéficier les uns aux autres et aller plus vite que de repasser par les mêmes démarches que certains ont subies. Donc effectivement, ça peut aller beaucoup plus vite. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse,
votre territoire est un haut lieu de la création de parfums. On est nombreux à être très sensibles à cela. Mais c'est aussi une terre de production de plantes pour les essences. Alors, la question qu'on avait envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a des parfumeurs inquiets de la variabilité du cycle de l'eau? Merci beaucoup. Quelques mots pour d'abord saluer la démarche de Charles Anginesi et du président de l'université. Nous avons débattu il y a quelques jours en arrière au conseil départemental de l'acte fondateur et de ce moment souhaité en rassemblant toutes les collectivités, tous les EPCI, tous les partenaires. Et je voulais remercier Charles Anginesi d'avoir tenu ce débat et de nous permettre de nous réunir avec le président de l'université avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger le jour même d'ailleurs après ces débats dans l'Assemblée départementale. Oui, nous avons à Grasse plusieurs sujets importants autour de l'eau. Un sujet autour de l'agriculture, Monsieur le Président de la Chambre. Et on a pour ambition d'expliquer que les agriculteurs sont respectueux de l'eau. Ce n'est pas les plus gros consommateurs d'eau. Et on l'a dit, on l'a martelé, on l'a rappelé dans des séances au département. Et c'est important de les aider. Et donc nous avons à Grasse cette double préoccupation, à la fois de dire nous voulons remettre des terres à destination de l'agriculture, de la culture de la plante à parfum et du maraîchage. Des hectares, 70 hectares, qui se déploient plutôt que urbaniser cela, plutôt que d'imperméabiliser les sols, plutôt que d'être le bon élève de la SRU, nous voulons être le bon élève de la production de plantes à parfum, de la naturalité et de préserver ce qui sera peut-être la richesse la plus forte dans quelques années, la nature. Et donc on a petit à petit incité des installations de jeunes agriculteurs de culture de jasmin, de tubérose, de rose centifolia, de lys de la Madone, qui reviennent sur le territoire et qui produisent à destination de produits finis dans l'industrie de la parfumerie, du luxe et de la cosmétique. Et ces agriculteurs sont inquiets. Toute la filière est inquiète parce qu'il y a effectivement ces changements climatiques qui sont devant nous. Ça impose d'avoir une nouvelle approche et tous sont satisfaits de voir que le président du département se préoccupe de ces sujets à travers le Green Deal, la croissance verte. Ce n'est pas des mots avec des slogans, c'est une déclinaison aussi de la politique publique que mène le département au service de ces agriculteurs, pour le maraîchage également, dans les aides M qui aident aussi nos agriculteurs avec la Chambre à se structurer sur tous ces sujets. Et donc il y a une écoute attentive du département sur ces sujets. Ça impose aussi de changer le logiciel pour penser différemment, pour innover avec les startups. On travaille à installer prochainement Mycophyto sur Grasse pour pouvoir conserver plus de taux d'humidité avec des champignons, avec des méthodes qui vont conserver l'eau proche des systèmes racinaires de la plante à parfum et dans des incrémentations, comme le disait Françoise, avec des startups, avec du développement scientifique qui va permettre aussi d'accompagner la mutation sur les sujets de l'irrigation et pour mieux utiliser l'eau, consommer moins mais mieux, au bon moment, dans les bonnes quantités, pour pouvoir être plus vertueux. Donc ça occupe la réflexion grassoise et du Pays de Grasse sur ces sujets d'irrigation et je dirais de maraîchage également, sur la culture de la plante à parfum et la culture nourricière. Et puis on a le sujet de l'industrie. On a un pôle industriel important, leader mondial sur les sujets de la transformation de la plante à parfum, sur les sujets de l'extraction, sur le sujet de la fabrication de matières premières, sur le sujet de la cosmétique, sur les biotechnologies. On a un pôle qui est leader mondial et qui porte, où on réindustrialise des territoires. Vous le voyez, il y a des groupes qui sont très importants, qui annoncent leur retour à Grasse. Et ces groupes sont aussi dans cette réflexion de dire nous devons travailler sur nos eaux grises, nous devons travailler sur les sujets de la réutilisation de l'eau
Et ils n'ont pas manqué d'interpeller Monsieur le ministre Bruno Le Maire il y a quelques semaines en arrière dans sa venue à Grasse, au Bois de Grasse, pour pouvoir porter à connaissance aussi de leur volonté de s'inscrire dans cette démarche vertueuse, respectueuse de l'environnement, et des fois des sujets antinomiques avec des réglementations. Je pense que nous avons tous traversé des débats avec l'Agence régionale de santé. Je pense que nous avons tous traversé des débats sur les sujets réglementaires où on a la volonté. Le président du département a imprimé un plan de 5 millions d'euros pour aider la REUT et pour aider les collectivités territoriales. Et des fois même souvent, ce qu'on a en face comme frein, c'est plutôt des freins réglementaires édictés par je dirais, des agences régionales de santé ou des services de l'État qui ne sont pas d'ailleurs tous harmonisés sur les départements de France ou les régions de France sur ces sujets-là et qui mériteraient d'avoir une harmonisation. Quand on entend un discours du président de la République qui dit qu'il faut aller vers ça, la REUT, c'est la ligne de force, et que par département, les choses ne sont pas déclinées de la même manière, ça interroge. Et donc, on doit aussi se saisir de ces sujets pour pouvoir faire progresser la partie opérationnelle de ces sujets qui sont devant nous, qui sont nécessaires. Ce n'est pas pour faire un affichage, ce n'est pas pour se détendre, c'est parce qu'on en a besoin. Et donc, je trouve qu'à plus d'un titre, ce qui est fait aujourd'hui ensemble avec l'université, avec le président du département, ça a du sens et ça va s'incrémenter dans des choses très concrètes. Quand je vois comment nous travaillons avec Sylvain Antoniotti, quand je vois comment l'articulation entre l'université, le monde de l'entreprise, Prodarom, le président France des industriels, Philippe Massé, m'a dit qu'il serait des nôtres, qu'il sera avec nous autour de cette table pour coordonner toute la question de l'industrie française et de Prodarom sur ces sujets. Et donc ça a du sens. Et je voulais être témoin de cela, être aussi acteur de ça avec le président qui m'a fait beaucoup de confiance en me proposant de m'occuper avec les services que je salue de tous ces sujets du Green Deal. Voilà, merci beaucoup. Et en m'excusant parce que je devrais repartir, j'attendais mon tour avec impatience, je devrais repartir dans quelques minutes. Non, j'ai dit je n'interromps pas le déroulé, mais parce que je dois être dans quelques minutes sur Grasse, mais je voulais vraiment être là à vos côtés et dire merci à toutes et tous parce que finalement c'est la première fois qu'il y a cette unité dans tout le département, avec tous les acteurs, tous les EPCI, tous les partenaires, tous les fournisseurs, tous les délégataires. Et je crois que c'est important d'être rassemblés autour de l'université et autour du président du département. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Donc, on vous salue. On a compris que vous allez partir rapidement, discrètement. En tout cas, merci de votre témoignage. Et on voit que le sujet de la réutilisation des eaux usées traitées, mais des eaux non conventionnelles en général, va être un sujet important dans cette chaire sur lequel le transfert de connaissances déjà au sein de la chaire, voir chacun où il en est de ses réflexions et de ce qu'il peut porter, va être important. Monsieur le Président de la communauté de communes des Pays des Paillons, je m'adresse à vous par rapport à votre territoire. Est-ce que vous avez une thématique ou un enjeu auquel vous souhaiteriez vous attaquer en premier avec la chaire ? Alors, je pense que le domaine de l'eau est tellement large, tellement vaste, qu'on aimerait, bien sûr, en tant qu'élus et en tant qu'élus locaux dans l'action, s'attaquer à tout. Mais il va falloir justement qu'on ait de l'aide, de l'ingénierie, et je veux déjà tous vous saluer en vos grades, qualités, fonctions, représentations pour votre présence aujourd'hui. Et remercier chaleureusement le président du conseil départemental, Charles Ginesi, parce que si la communauté de communes du Pays des Paillons est aujourd'hui représentée, c'est grâce à l'action du conseil départemental et surtout à l'action de son président, Charles Ginesi. Je dirais qu'en plus, il a parlé tout à l'heure de donner l'exemple, mais il a donné l'exemple du début jusqu'à la fin, puisque j'ai eu la chance d'être délégué pour ma communauté de communes avant d'en être le président au SMIAG, qui est dès sa création, qui est une action du conseil départemental et qui a été soutenue par Charles-Ange. J'ai ensuite eu la chance d'être délégué par ma communauté de communes à l'Observatoire de l'eau, qui était aussi une action du conseil départemental. Et
bien sûr, à toutes les actions du conseil départemental pour lesquelles il y avait un intérêt, tant pour la communauté de communes du Pays des Paillons, qui a tellement de particularités, mais qui en a une encore plus que les autres, c'est qu'aujourd'hui, cette communauté de communes n'a pas encore pris la compétence eau et assainissement. Autrement dit, c'est chaque commune, 11 communes, qui exercent leurs compétences. Donc le premier enjeu que l'on aura, c'est d'exercer, nous, en tant que communauté de communes, cette compétence. Et là, tout à l'heure, je voudrais remercier le président de l'université. Il a parlé, je vais essayer de reprendre ses mots, parce que j'ai pris à la volée, je dirais, du contexte social, environnemental. Et on est en plein dedans, comment 11 maires qui ont eu l'habitude de gérer leur eau, chacun dans leur coin, vont arriver à la gérer tous ensemble avec les caractères des uns et des autres. Donc c'est un des premiers enjeux auxquels nous allons devoir faire face et qui est un enjeu de taille. Pour autant, on a toujours exprimé notre solidarité entre nous, puisque pour ceux qui me connaissent, je dirais que je me suis toujours intéressé à l'eau et vous m'avez souvent vu dans des comités, à la préfecture, etc. Et on est arrivé dans notre territoire à une solidarité, c'est-à-dire que lorsqu'une commune n'avait pas d'eau, on mettait tout le territoire en restriction, même si on avait de l'eau. Ça, c'est déjà important dans l'acceptabilité. On ne pouvait pas tirer de l'eau à Peille alors que Coiraz n'avait pas d'eau. Donc je dirais qu'on est sur le bon chemin, qu'on est arrivé à fédérer les maires et qu'on travaille à l'aide de cabinets d'études, mais on aura certainement besoin de vous, de vos éclairages, pour que tout ça soit optimisé. C'était la première chose que je voulais dire, mais qui est une chose importante. La deuxième chose, c'est que dans les particularités du territoire du Pays des Paillons, on a de la ressource, puisqu'on a de grandes réserves karstiques, de grandes montagnes qui sont dans le calcaire et qui ont des réservoirs cachés, que cette ressource, elle est plus ou moins bien exploitée et qu'on compte sur vous pour nous aider à bien l'exploiter. Je pense que c'est important et on a besoin de cette ingénierie. Moi, ce qui me vient aujourd'hui à l'esprit de cette alliance de tous les représentants des EPCI et de l'Université de Nice-Côte d'Azur, c'est de mettre en place une vraie ingénierie. Et je citerai Alain Prost, qui était d'actualité. Alors, excusez-moi, je suis un passionné d'automobile, mais je garde mes références, qui disait qu'à l'époque où il était champion du monde, il y avait un gars qui dessinait dans un coin une Formule 1. Aujourd'hui, il faut 1000 personnes pour faire une Formule 1. Et c'est ce que disait tout à l'heure le président de l'université. Il disait, nous, on a 7 laboratoires qu'on va mettre en commun. Donc sur des sujets comme ceci, on va mettre en commun beaucoup de choses parce que la connaissance a évolué. Il va y avoir la gestion de la donnée. Vous en avez parlé, quelqu'un en a parlé brièvement, mais il y a cette fameuse data. Il va y avoir plusieurs enjeux sur cette data. La data de la ressource. Qu'est-ce qu'on a comme ressources? Et on compte, je pense qu'une des premières datas sur lesquelles nous devons nous appuyer, ce sont les données météorologiques. Et pouvoir donner à Louis Baudin, qui est là à côté, le maximum d'informations pour qu'il puisse affiner son analyse. Et qu'avec un peu de chance, en 2030, quand il viendra nous voir, il nous dira, bon, en 2050, on est moins catastrophique que ce que je vous ai annoncé en 2026 parce que nos connaissances ont avancé, notre système a avancé. Et je dirais, c'est grâce à cette entente de tous et à ce qu'a pu apporter, je dirais, chacun d'entre nous dans cette pierre. L'exemple des 1000 personnes, je pense qu'avec l'Université de Nice-Côte d'Azur, c'est à peu près ce nombre de personnes qui travaillera je dirais, autour de ce sujet et qui permettra aux décideurs locaux que nous sommes d'arriver à prendre des décisions, puisque notre rôle, en fait, c'est de prendre des décisions. J'avais promis de parler 4 minutes. Mon temps s'arrête là, donc voilà, il me reste 15 secondes. C'est tellement grand. En tout cas, je voudrais remercier tout le monde. Oui, c'est ça. De contre-la-montre, en plus. Donc, ça tombe très bien. En tout cas, je voudrais remercier toutes les personnes. Et j'ai parlé vraiment de l'acceptabilité et des critères sociaux. Et je salue le président de la Chambre d'agriculture, puisqu'on a essayé de mettre à chaque fois en lumière et d'aider. Et vous avez aussi parlé de partenariat public-privé. C'est quelque chose qui me semble très important que nous allons faire ici, puisque par exemple, nous, c'était les ciments Vica qui venaient au secours de l'agriculteur et qui a payé l'essence pour les pompes pour qu'on arrive à mettre de l'eau et puis tout ce qu'on a pu mettre en œuvre à notre petite échelle, mais qui permet que chacun puisse se sentir bien et vivre et travailler au Pays des Paillons. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Avec ces différents témoignages, déjà, on voit la diversité de situations des territoires, y compris en termes de gouvernance pour la gestion de la ressource. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de sujets à traiter. Monsieur le Président du département des Alpes-Maritimes,
Vous êtes également président de la communauté de communes Alpes d'Azur. Pouvez-vous nous décrire des solutions apportées à la communauté de communes Alpes d'Azur à travers la régie qui a été mise en place et par exemple en termes d'équipement, de tarification de l'eau? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Alors, vous parlez d'une communauté de communes qui est probablement le territoire le plus pauvre en termes de population et en termes économiques. Mais probablement, et dans mon cœur, le plus riche. Le plus riche par sa biodiversité, le plus riche parce qu'il a sur son territoire le parc national du Mercantour, parce qu'il a les réserves naturelles des gorges de Dalieu, parce qu'il y a les préalpes d'Azur, parce qu'il y a ces gorges que Louis Baudin a parcourues en canyon. Et je salue Jean-Luc Béliard qui est là en disant que les canyons, là aussi, ça fait partie de nos ressources, mais de nos ressources qui cherchent des sources. Et ce que nous avons fait avec la régie, c'est le premier diagnostic de nos sources. Yves Juel a parlé de communes qui ont été, pendant la période sécheresse, en panne, à qui il a fallu livrer. Eh bien, dans Alpes d'Azur, nous avons été obligés, avec Aurélien Chartier, avec Cyril Marot du SMIAG, avec Marc Castagnon du département, livrer et recharger les citernes, les distributions d'eau potable de certaines de nos communes. Ça n'a pas été simple. Il a fallu recharger aussi certains éleveurs, Michel. Il a fallu apporter là aussi de l'élevage. Donc le premier travail qui a été fait, et ça n'a pas été une mince affaire, nous avons là aussi, comme le diagnostiquait Cyril, eu une difficulté. Parce que l'eau était portée en responsabilité par les maires, et se dessaisir de la compétence de l'eau pour un maire, croyez-moi, ce n'est pas un exercice facile par rapport à la population, c'est un enjeu. Et pourtant, à l'unanimité des 34 communes de la communauté de communes Alpes d'Azur, en 2015, on décide de transférer cette compétence à la communauté de communes avant que la loi nous y amène à l'échéance de 2027-2028. Il y a donc eu là une anticipation qui nous a permis de constituer la régie, qui nous a permis de travailler sur ces réserves d'eau, en premier lieu, réserve naturelle, réserve incendie, en deuxième lieu, la ressource qui alimente l'ensemble de nos villages pour les sécuriser. Les communes n'avaient pas les moyens de sécuriser. La communauté de communes, avec la régie, ont permis de dégager des moyens de financement qui ont permis là aussi de pouvoir certifier, de pouvoir conforter les adductions, qui ont permis aussi de faire en sorte qu'on met en adéquation la production et la consommation. Nous n'avions pas de compteur. Il y avait bon nombre de communes qui, dans notre communauté de communes, n'avaient pas encore de compteur. Ne parlons pas des compteurs à la production, mais à la consommation. Donc, la mise en conformité par rapport à la loi a été faite de manière formidable, avec un coup de force et d'accélérateur depuis la régie. C'est une donnée fondamentale. Le deuxième sujet, c'est la réparation des conduites fuyardes. J'en ai parlé, je n'y reviens pas. Le deuxième sujet, c'est de pouvoir dire, en certains points et en certains lieux, il est des sources qui ont été abandonnées par nos anciens. Parce que la dépopulation, l'exode rural avait frappé et il n'était plus nécessaire d'avoir la même production. Aujourd'hui, on voit que nos villages se sont reconstruits, se sont remplis à nouveau et qu'il faut retrouver de la production. Donc on est allé rechercher des sources qui avaient été abandonnées, on est allé les fiabiliser, on est allé faire de la livraison de l'eau potable avec de l'eau qui a été potabilisée. Et ça a un coût. Ça a un coût et un double coût. Il faut potabiliser l'eau, et l'eau qui est potabilisée lorsqu'elle retourne dans le milieu naturel, elle est supportée par le contribuable. Donc, quand je dis mettre en adéquation la production et la consommation, ce n'est pas une petite raison, c'est une nécessité absolue. Et puis, on a recherché là aussi, au-delà des ressources nouvelles par rapport à de nouvelles sources, eh bien, à faire des économies. Tout à l'heure, on parlait de la Réhute, c'est Marika Roman qui en parlait sur Antibes, on peut en parler sur Nice, on peut en parler sur Cannes, on peut en parler un peu partout, chacun a son dossier. Et je rejoins là aussi une remarque qui a été faite, c'est de dire que ces dossiers n'avancent pas vite. Le dossier de la Réhute sur Valberg,
qui est un lieu à la fois d'économie touristique, de production de neige, où l'utilisation de l'eau doit faire l'objet de soins attentifs, eh bien nous le menons, ce projet-là, depuis 2015, et que les demandes d'autorisation arrivent à peine aujourd'hui à être à l'étude et à l'autorisation auprès du ministère de la Santé. Donc j'attends avec impatience ce retour. Le coup d'accélérateur que le président de la République a mis à un moment donné a permis de débloquer, de décrisper. Mais ce décrispage, malheureusement, il ne va pas, à mes yeux, assez vite. Alors on travaille sur la réhute et le département finance tout cela, aide à la construction des réseaux, aide à la fluidité, aide, mais surtout, ce que je retiens par rapport à ce territoire que je considère comme un territoire où la politique Green Deal a tout son sens, parce que nous sommes dans un parc national, parce que nous sommes dans des parcs régionaux, parce que nous sommes dans des parcs départementaux, parce que nous sommes sur un territoire où Natura 2000 frappe le territoire. Quand je dis le frappe, c'est dans le bon sens du terme, mais le concerne à 90%. Donc un territoire exceptionnel sur la biodiversité, où plus de 12 000 espèces de la biodiversité, et Nathalie Siffer, qui est une ancienne du Parc national du Mercantour, le sait bien, il y a là-dessus une richesse exceptionnelle qu'il faut savoir mettre en musique et protéger, et l'eau fait partie, la bonne gestion de l'eau fait partie de cela. Allez, je vous la fais courte, un petit peu comme mon ami Cyril, parce que l'heure avance, mais il y a la gestion de l'eau, et puis il y a la gestion du rejet de l'eau, avec les stations d'épuration, avec les rejets individuels qu'il faut pouvoir aller contrôler. Et sur des territoires aussi vastes, aussi importants que les nôtres, la régie qui a été constituée, et Aurélien Chartier qui se cache derrière moi, le sait mieux que personne, il y a là un travail de longue haleine que seuls ont pu réaliser et que l'ensemble des communes ainsi rassemblées en transférant leurs compétences ont permis d'avoir une équipe d'un niveau technique qui permet d'être opérationnel sur le terrain. Voilà la réponse que je peux vous dire pour Alpes d'Azur, mais s'il n'y avait pas le département derrière Alpes d'Azur, il n'y aurait pas grand-chose de mise en conformité sur ce territoire. Merci beaucoup pour ces témoignages et ces panels d'action qui sont déjà menés. Mais il nous reste à trouver des solutions propres à chaque territoire, qui ont été dites par les représentants ici, et si bien que ça nécessite de nouvelles connaissances. Et donc, je me tourne pour évoquer la recherche de soutien aux efforts engagés et à engager. Et donc, je m'adresse à Monsieur le Président de la Fondation Côte d'Azur pour vous demander de nous exposer le rôle de la Fondation dans la chaire partenariale et notamment de nous préciser comment la Fondation envisage l'implication du secteur privé. Alors avant de répondre à la question, je voulais simplement vous dire que la Fondation Université Côte d'Azur et ses fondateurs et administrateurs, dont certains sont présents, je vois M. Valade de la Caisse d'épargne, M. Michel Schwing de la société Arfitec que je salue, qui sont très impliqués dans la Fondation tous les jours. Donc on est extrêmement fiers d'être la fondation abritante de cette chaire si importante pour le territoire, comme on a pu le comprendre avec vos témoignages et avec le superbe bulletin météo dont nous avons pu bénéficier. Alors sur l'implication du secteur privé, on l'a vu et on l'a compris, toutes les collectivités sont concernées et toutes les entreprises privées, petites et grandes, sont directement ou indirectement impactées par le sujet de la ressource en eau. C'est vrai pour les parfumeurs de Grasse, monsieur le maire de Grasse nous l'a expliqué, c'est vrai pour les grands groupes qui sont directement liés à la gestion de l'eau comme Veolia, comme Suez et les autres, c'est vrai pour des grands secteurs comme le secteur de l'agriculture, le secteur du BTP dont je fais partie, qui sont consommateurs aussi en eau, mais c'est également vrai pour les PME, les TPE et même dans certains cas des auto-entrepreneurs. Je pense à des piscinistes, des jardiniers, des paysagistes qui ont été impactés dans leur activité lors des périodes de sécheresse, évidemment.
Alors, un petit peu comme dans le secteur public, et ce que nous a expliqué M. Paul, le secteur public anticipe. Et les entreprises aussi n'ont pas attendu, je pense, ce sujet pour anticiper les problématiques de l'eau. Je pense à un cas en particulier, je vais vous en parler. J'ai eu la chance de visiter la carrière Audemars, proche de la Turbie. Donc, M. Daniel Audemars n'est pas là, mais c'est un ami de la Fondation Université Côte d'Azur. Et lors de la visite, lorsqu'on est arrivé au processus de concassage et de tri des granulats, donc en fait c'est un processus qui utilise beaucoup d'eau, puisqu'en fait c'est l'eau qui permet de trier les différentes tailles de granulats. Mais c'est un processus qui auparavant, l'eau était utilisée, puis tout simplement déversée. Ils ont investi beaucoup d'argent, plusieurs centaines voire millions d'euros dans une grande machine, puisque c'est un processus qui est perpétuel, qui ne s'arrête jamais. Et cette machine permet en fait de recycler et de réutiliser 95% de l'eau du processus. Vous imaginez un petit peu l'impact en termes de gain, de sauvetage de l'eau, on va dire, que ça représente. Et donc tout simplement, c'est un petit peu l'exemple de ce que doivent faire les entreprises du privé, c'est bien anticiper ces enjeux, bien intégrer les impacts qu'auront la gestion de l'eau, voire la privation de l'eau dans certaines des activités des entreprises du territoire. Et donc c'est tout naturel qu'ils anticipent ce sujet en participant à des cercles de réflexion comme celui de cette chaire partenariale sur l'eau. Et donc tout simplement d'anticiper ces problématiques. C'est le travail de la Fondation, de fédérer les acteurs privés, d'envisager la manière dont ils peuvent intégrer ces cercles de réflexion. Alors il y a plusieurs moyens, évidemment il y a la participation financière, mais ça peut être aussi en mécénat de compétences, ça peut être aussi en mise à disposition de compétences, ça peut être un mix des deux évidemment. Et donc tout simplement on encourage toutes les entreprises à rejoindre cette chaire, qui soit présente, et c'est aussi notre rôle de solliciter, et c'est l'équipe de la Fondation qui le fait, de solliciter les acteurs privés à rejoindre, comme on le disait tout à l'heure, les forces de l'université et de ces 7 laboratoires, les forces de toutes les collectivités qui se sont réunies et qui pensent à l'avenir de l'eau, qui pensent à l'avenir de leurs concitoyens. Et d'ailleurs, je vous remercie pour ça, Monsieur le Président et tous les élus ici présents, parce que c'est un sujet qui va nous concerner en 2050 et même au-delà. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour ces éléments concrets, je pense, qui permettent à la salle aussi de bien comprendre la complexité de gérer la ressource en eau. Peut-être que même certains la découvrent, et surtout les espaces de montagne, de ville, de littoral qui font les Alpes-Maritimes, qui font toute sa diversité, mais aussi toute sa complexité. Donc merci pour tous ces témoignages. Je sais qu'il y en a qui doivent partir, mais il nous reste un temps d'échange avec le public pour ceux qui peuvent rester. Et donc je me tourne vers ce public pour savoir s'il a des questions. Pardon. Vous voulez? Non, c'est juste que je souhaite m'excuser, parce que c'est un peu comme Jérôme Vuau, je dois partir, donc c'est pas pour éviter vos questions, évidemment. On avait compris. L'excuse était bonne, c'était facile. Et j'en profite parce que je reçois dans 40 minutes le président de l'université de N'Djamena au Tchad. Et on n'a pas parlé de la dimension internationale de cette chaire sur l'eau. Et quand on regarde les problématiques de nos partenaires privilégiés en Afrique, qui sont le Kenya, qui sont le Maroc, ils sont extrêmement, quand je leur en ai parlé, ils sont extrêmement intéressés pour faire ce cercle international. On a un partenariat privilégié avec Da Nang au Vietnam, où ils ont des vraies problématiques d'inondation, où on met déjà en place des solutions. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi cette dimension internationale qu'on pourra utiliser. Et c'est vrai que la problématique du président du Tchad, du président de l'université du Tchad, c'est pas la même que la nôtre, mais pour autant, il y a quand même un travail en commun que nous pouvons faire. Beaucoup d'expertise. Ça me permet aussi de parler de cette dimension-là. Et je vous prie d'excuser mon départ précipité. Merci à tous pour ce moment qui fait du bien dans un contexte un peu compliqué. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans cette salle ? Oui, je vous en prie. Pensez à vous présenter avant la question. Très volontiers. Merci. Pierre-Charles Maria. Je préside l'organisme qui surveille la qualité de l'air dans la région. Mais je suis venu aujourd'hui parce que j'ai moi-même travaillé sur l'eau. J'ai présidé le contrat de rivière des Paillons. Je me souviens qu'avec Hervé Paul, nous étions allés défendre ce contrat à Lyon.
et nous l'avons signé à Nice, au CUM. Je voulais attirer l'attention. Alors, je suis professeur émérite à l'université et j'ai travaillé sur l'eau avec des collègues de GeoAzur sur le rechargement des nappes. Je voudrais insister sur le fait qu'on parle beaucoup de ressources en eau et il ne faut pas la considérer comme une ressource statique, comme peut l'être aux échelles de temps que l'on considère une ressource comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel. L'eau est un cycle dynamique et lorsqu'on se dit qu'on peut s'approvisionner par des forages, alors il y a des nappes qui se rechargent assez vite comme les nappes phréatiques. Par contre, dans notre secteur assez vaste, nous avons des nappes qui sont profondes, comme par exemple au niveau du Var. Et ces nappes, par contre, nous avions travaillé dessus, elles ont un temps de recharge très long. Et les mettre disons, les utiliser de manière trop intensive peut provoquer un retour de ce qu'on appelle le biseau salin, c'est-à-dire des rentrées d'eau de mer. Voilà. Donc, attention, c'est une ressource qui est dynamique et il faut qu'à l'échelle de notre territoire, il y ait une concertation forte sur les prélèvements qui sont exercés. Pensez que le système est complexe et que donc on ne doit pas forer n'importe où. Cyril, tu le sais très bien. Tout à fait. Merci. Donc c'était en fait une remarque, c'est ça? C'est une remarque. Mais et il y a peut-être aussi des ressources, comme M. Juel doit le savoir, là, les eaux qui arrivent à la Mortola, qui sont des eaux sous-marines et qui ont un débit extrêmement important. Alors, je ne sais plus où on en est de l'exploitation. Merci beaucoup. Vos jeunes collègues de GeoAzur sont partie prenante évidemment de cette chaire. Il y en a beaucoup qui travaillent sur l'intrusion marine et sur le biseau salé, sur le lien justement avec les différents prélèvements à différentes profondeurs et également sur les possibilités, on en a peu parlé aussi, mais il y a quand même beaucoup de sujets qui vont être évoqués dans cette chaire, mais sur comment on recharge, quelles sont aussi les solutions fondées sur la nature, qui est aussi une manière moderne de dire qu'est-ce qu'on peut faire en voyant des choses moins technologiques, mais en tout cas comment suivre ce qui peut être fait en fonction des différentes parties du territoire pour réinfiltrer à différents niveaux. Donc ça, c'est des problématiques qui sont déjà travaillées dans les laboratoires et évidemment que la connaissance percolera jusqu'à la chaire pour voir comment ça peut être des connaissances intéressantes et importantes pour le département. Merci beaucoup pour votre remarque. Oui, Jean-Luc Béliard, donc bureau d'études et membre de l'Observatoire de l'eau. Après sera madame. Merci pour la mise en place de cette chaire parce que ça va être une formidable opportunité et en particulier d'études de vulnérabilité d'un territoire parce qu'un territoire, comme disait M. Baudin, c'est une vulnérabilité directe, température et autres, mais il faisait la même température en Sicile que ce que vous présentiez la semaine dernière. Il faisait 60 degrés en Inde. Moi, je reviens du Kenya où aussi on est température des inondations élevées et on est vulnérable face à ces territoires parce que c'est eux qui nous approvisionnent en nourriture, c'est eux qui nous approvisionnent en matériaux rares, en travaux, etc. Donc la vulnérabilité de ce territoire, et cette chaire a vraiment beaucoup d'importance, d'intégrer ce que ça va entraîner en termes de vulnérabilité, ce qui se passe chez nos voisins, les migrations climatiques de personnel, c'est ce qui se passe aujourd'hui, j'arrive d'Italie du Sud où une coopérative licencie 20 000 personnes liées à la production agricole qui ne peut plus avoir lieu. Donc c'est d'intégrer ce que disait Monsieur le Président sur la partie, il va falloir être assez rapide au niveau réglementaire, technique on sait faire, et avoir cette réactivité parce que c'est une course contre la montre et 2050 c'est demain. Merci beaucoup. Madame. Christine Poncé, chercheure INRAE et cofondatrice de Mycophyto. Merci beaucoup. J'ai une question en fait. Cette question, elle concerne l'anticipation de potentiels conflits d'usage à l'avenir. Monsieur Baudin, tout à l'heure, nous a présenté une carte météo de 2050. On sait qu'en 2050, on va avoir énormément de mal à nourrir les 10 milliards de personnes qu'il va y avoir sur la planète. Si on revient sur notre territoire, on a un territoire avec des questions assez sérieuses de sécurité alimentaire. Je n'aborde pas la partie énergie. Donc, comment la chaire pense travailler ces questions d'autres transitions, transition agroécologique par exemple, et avec qui?
Alors, je vais répondre sur une partie et puis après, je vais quand même vous demander si vous voulez compléter, parce que là, la question, elle est vaste. C'est sûr que si on s'intéresse à l'eau virtuelle, c'est-à-dire ce dont on a besoin à l'extérieur pour se nourrir, il y a ici des étudiants avec lesquels on travaille, c'est une chose. On est quand même concentré sur l'eau. Après, je pense qu'il y avait ce matin les assises de la transition énergétique. L'IMRED ne travaille pas que sur l'eau, mais travaille sur d'autres choses, c'est-à-dire que pour moi, chercheur, l'eau, c'est l'énergie, c'est l'alimentation et c'est les milieux et les écosystèmes. Il y a un lien direct. Tout ce dont on a parlé comme technologie tout à l'heure pour sécuriser sa ressource fait appel à beaucoup d'énergie. Donc, il est bien évident qu'on ne va pas isoler l'eau, ressources souterraines, captantes, fermées, etc., du reste de son territoire. Et d'ailleurs, les témoignages qui nous ont été apportés par nos élus en ont fait part. Ils soutiennent leur agriculture. Ils soutiennent une production de proximité. Je sais que le département réfléchit à des fermes expérimentales, qu'il y a des choses qui vont être mises en place. Mais nous, on va déjà essayer de répondre aux problèmes des territoires aujourd'hui en lien avec la ressource en eau. Et on donnera cette vision moyen, long terme, en ne prenant pas le plus possible avec des trajectoires de vulnérabilité, des décisions qu'on pourrait peut-être regretter si on avait oublié quelque chose. Ce sera notre garde-fou. Voilà. Mais je vais laisser les personnes de la table ronde répondre s'ils souhaitent compléter. Je veux bien dire un mot, pas forcément avec la casquette métropolitaine, mais plutôt en tant qu'administrateur de l'Agence de l'eau et membre du Comité national de l'eau. Vous évoquez la question de la protection qualitative, j'allais dire des ressources aussi, hein. Voilà, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu qui est de dire comment on peut concilier production agricole nourricière, donc autonomie agricole de notre pays, sans venir forcément à l'échelle départementale, et protection à moyen et long terme de la qualité de la ressource en eau. Bon, l'exemple de l'étabolite du chlorothalonil montre bien que lorsqu'on met sur le marché un produit, on s'intéresse à l'impact qu'il peut avoir sur les milieux naturels et sur la santé de la molécule qui est mise sur le marché, mais pas forcément de la molécule quand elle va se dégrader en métabolite. Sauf que dans le milieu naturel, eh bien, c'est les métabolites qu'on retrouve, à part le cas particulier des PFAS. Hein, bon. Et donc, c'est ces métabolites-là, c'est-à-dire cette molécule qui va se décomposer en d'autres molécules, ces sous-produits, en fait, vont être néfastes pour la santé. Et donc, on se dit, comment on peut aujourd'hui, sur les aires d'alimentation de champs de captage, continuer à épandre des produits, alors que ce soit des engrais, des produits phytosanitaires, des fongicides, quelle que soit leur nature, dont on sait que ces produits-là et leurs dérivés, on va les retrouver dans l'eau qui est nécessaire à l'alimentation humaine pour les besoins de demain et d'après-demain. Donc ça, c'est quand même, il y a quand même une prise de position à avoir. Et face à cette difficulté majeure, il y a deux approches aujourd'hui qui sont assez diamétralement opposées. Il y a la solution hyper technologique qui dit, mais pas de problème, je sais traiter. Allez-y, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans l'eau. Moi, quelles que soient les molécules qui sont dans l'eau, je sais traiter pour faire de l'eau potable. Quelque part, ça peut s'apparenter à un droit de polluer. D'accord ? Et puis, il y a la démarche qui est peut-être un peu novatrice, même si elle renvoie à des pratiques de gestion en bon père de famille qu'avait l'agriculteur de l'époque qu'on a connue, hein, Michel. Voilà, bon, je suis fils d'agriculteur, donc je peux en parler un peu, qui est de dire, ben, dans le doute, abstiens-toi et protégeons au moins ces aires-là. D'accord ? Voilà. Alors, ça peut paraître comme un sujet qui est déconnecté du débat quand même, mais pas du tout. Regardez dans notre département, pas si loin de chez nous, on en parlait tout à l'heure, on a bien retrouvé des sources d'eau qui étaient polluées et qui ont nécessité des semaines et des semaines. On sait très bien ce que c'est le cryptosporidium. C'est une cochonnerie, hein, pour parler avec un vocabulaire que tout le monde comprend. Pourquoi ? Parce que la mise en œuvre des aires de protection de champs de captage, elle n'est pas aussi rigoureuse que la loi, le préfet et la règle de bon sens nous imposent de le faire. Donc,
Oui, il faut mettre le paquet, excusez-moi l'expression tribale, aujourd'hui, sur la protection des aires d'alimentation de champs de captage. Et il ne faut pas le faire en disant c'est la faute des agriculteurs, c'est la faute. Non, il faut se dire comment on permet aux agriculteurs qui ont leur exploitation sur ces aires d'alimentation de champs de captage de continuer à vivre décemment de leur production, de leur travail, par des accompagnements spécifiques qui leur permettent et de gagner leur vie en tant qu'agriculteurs et de protéger la ressource en eau pour les générations futures. Je vous propose de prendre une dernière question, s'il y en a une. Oui, madame? Vous n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Aurélie Selvi, je travaille pour Nice Matin. Vous parliez d'agriculture. La chaire va notamment s'intéresser à la gouvernance. Et on sait que sur certains, il y a une inéquité d'accès à l'eau agricole sur les territoires des Alpes-Maritimes. Il y a sur certains territoires un prix de l'eau agricole, sur d'autres il n'y en a pas. Ça met les agriculteurs dans une situation d'inéquité. Est-ce que la chaire va s'intéresser aussi à faire évoluer ces modes de gouvernance pour peut-être trouver une gestion harmonisée sur certaines activités de l'eau, pas que ça mette en péril certains agriculteurs? Et j'ai d'autres questions. Est-ce que je peux en poser plus d'une ou pas? On va répondre à celle-là déjà. D'accord. Elle est de taille, déjà on va répondre à celle-là, je pense. Alors, moi, en tant que coordinatrice de la chaire, l'ingérence de la tarification de l'eau, là, par contre, je la laisserai aux communautés d'agglo. Par contre, l'étudier avec plaisir pour que, déjà, toutes les personnes autour de la table aient une compréhension, une carte détaillée de comment ça fonctionne chez ses voisins et ce qu'il peut en apprendre, en comprendre et en tirer pour lui. Après, je vous en prie, Monsieur le Président, mais ce qui concerne la tarification de l'eau, moi, je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit d'autre. Et moi non plus. Sauf que ce que je peux répondre à la question, c'est que la chaire de l'eau et la coordinatrice que vous en êtes, avec toute la qualité scientifique qui est votre spécialité, vous allez recenser tout ce qu'il est possible de faire. On va avoir un travail avec la Chambre d'agriculture, on va avoir une demande des agriculteurs, on va avoir une répartition de la Chambre d'agriculture, on va avoir une répartition territoriale et on va voir où les demandes se positionnent. Après, il sera de la responsabilité de chaque autorité compétente sur le territoire de décider ce qu'il y a lieu de faire. Moi, quand je parle de ma petite communauté de communes Alpes d'Azur, je sais qu'il y a une demande aujourd'hui d'accès à l'eau agricole, ce qui n'est pas le cas. On n'a pas d'eau agricole pour l'instant. Eh bien, on va essayer de faire un effort pour donner l'accès à un tarif préférentiel. On va travailler sur quelque chose que je n'ai pas développé tout à l'heure et qui, à mes yeux, est important. Ce sont les canaux d'irrigation, parce que nous avons une histoire, nous avons une culture, nous avons une richesse avec ce que nos anciens nous ont laissé. Et ces anciens ont laissé ces canaux d'irrigation qui fonctionnaient bien à l'époque. Il n'y avait pas de ressources centralisées telles que nous les avons aujourd'hui. Et pourtant, ils vivaient de l'ensemble de la production de leur jardin. Ils vivaient de l'ensemble de l'élevage qui était alimenté par ces canaux d'arrosage. Donc nous avons un devoir de mémoire et en même temps un devoir de réactualiser peut-être ces canaux d'arrosage pour un petit service. Donc sur la ruralité, voilà ce que l'on peut faire. Après, en zone urbaine, eh bien, les établissements publics de coopération intercommunale décideront en fonction de leur territoire, de leur carte d'aménagement, de leur PLU, de ce qu'il y a lieu de pouvoir faire. Mais là, je passe la main à celles et ceux qui peuvent en dire un peu plus long. Et quant au prix de l'eau, sur lequel j'ai refusé d'arriver, c'est qu'il y a une harmonisation que nous avons lancée sur Alpes d'Azur qui va aboutir d'ici 2 ans à avoir une harmonisation de l'ensemble des communes. Mais je peux vous dire que pour nous, ça a été un travail de longue haleine parce qu'on avait des tarifs qui allaient du simple au quadruple sur notre territoire. Voilà. Je vous en prie. Oui, je veux bien m'y risquer, mais que pour mon territoire, qui est la communauté de communes du Pays des Paillons. Mais aujourd'hui, si on regarde le modèle de tarification de l'eau, c'est très simple. Il est indexé, vous payez un prix au mètre cube ou parfois un abonnement et un prix au mètre cube. Et derrière, vous payez bien souvent, si vous êtes en zone urbaine, une taxe d'assainissement qui, elle aussi, est annexée au mètre cube. Et si vous êtes dans un assainissement non collectif, vous ne payez pas de taxe d'assainissement.
Ça veut dire qu'essentiellement, les ressources que nous avons en tant que collectivité, en tout cas je parle pour ma part, c'est de la taxe indexée au mètre cube. Et je pense que dans le cas de la communauté de communes du Pays des Paillons, il faudra inventer un modèle de facturation parce qu'avec cet argent qu'on prélève de la facturation, c'est de l'investissement sur les réseaux, c'est de la connaissance de la ressource, etc. Et qu'en plus, on est en train de faire de la pédagogie pour dire aux gens, vous devez consommer moins. Donc en consommant moins, on va diminuer nos ressources, donc on pourra pas, enfin nos ressources financières, on ne pourra pas intervenir sur nos réseaux, on ne pourra pas améliorer la connaissance de la ressource, et c'est un petit peu un sujet complexe. Donc j'espère qu'on aura des clés, qu'on aura des scientifiques qui permettront de mettre en avant tout ça et qu'on trouvera vraiment quelque chose de pertinent, mais le modèle, il faudra le revoir. Et deuxième point, c'est que nous, on voudrait s'aventurer pour une gestion publique en considérant que l'eau est un bien commun et qu'il doit être géré en public. Ça pose quand même quelques problématiques parce que si je la délègue à un opérateur ou une société privée, lui a le droit de vous faire payer en amont, c'est-à-dire que vous payez souvent des factures estimées si vous regardez, et puis de temps en temps un relevé de compteur. Alors c'est en train de changer parce que tous les présidents, enfin je pense, mettent en place la télérelève pour payer. Mais nous, en tant qu'opérateur public, on est obligé de facturer au service fait. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas consommé de l'eau, on ne peut pas la facturer. Et comme on était en commune, il y avait des syndicats qui avaient la taxe d'assainissement d'un côté, des communes qui avaient l'eau de l'autre. Et donc, on avait des problèmes incroyables. Et ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de la trésorerie pour pouvoir faire les travaux. Donc là, je pense qu'il faudra qu'il y ait une évolution législative sur ce point-là aussi. Et il faudra vraiment y travailler sur ces questions de droit. Merci beaucoup. C'est un vrai sujet qui est sorti de façon importante il y a 2 ans avec les débuts des sécheresses, puisqu'en fait, consommateurs, on a moins consommé, mais du coup, il y avait moins de recettes. Et donc, il y a quand même on appelle ça des business models à étudier pour justement comprendre comment on peut avancer. Alors, je crois qu'on doit mettre un terme à cet échange. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces débats. Il y en aura d'autres dans le cadre de la vie de la chaire et je vous propose en tout cas d'écouter le protocole pour savoir ce qu'il va avoir à nous dire. Mais en tout cas, je remercie tout le monde. Voilà, mesdames, messieurs, voilà pour cette inauguration de la chaire partenariale l'eau dans les territoires des Alpes-Maritimes. Et à présent, on vous invite à vous désaltérer au 2e étage afin de conclure cette belle après-midi parmi nous à l'IMRED. Un cocktail préparé à votre attention. Excellente fin de journée à tous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, on vous invite à vous orienter vers le 2e étage de l'IMRED pour profiter, voilà, suivre l'escalier, monter au 2e étage et vous allez pouvoir profiter du cocktail préparé à votre attention. Merci à tous.